dignité se situe au carrefour des croyances et représente un lieu neutre de vivre ensemble au-delà de nos croyances individuelles. Et que l'on croit ou non à une forme de vie après la mort, que l'on voit de la dignité dans un choix de fin de vie ou bien dans un autre, nous sommes et nous serons tous et toutes confrontés à notre finitude et à la mortalité. Au cœur de la vie humaine, cette conscience de la mort peut être angoissante pour certains et pour certaines, ou rassurante pour d'autres. Et réfléchir et examiner les différentes façons qu'ont les êtres humains de se préparer à la fin de leur vie est un thème universel dont on ne peut pas faire le tabou. Comment vivre le voyage jusqu'au bout? Quelles solutions peuvent être mises en place pour profiter plus longtemps, confortablement de la seule vie que nous avons? Tout au long du cycle de ces tables rondes, les vendredis du CHR à propos des fins de vie, nous aborderons donc les questions des projets d'accompagnement, des adaptations possibles ou nécessaires, mais également les questions éthiques et la question du sens de la vie, questions qui se colorent peut-être différemment à mesure que l'on se rapproche de la fin. Pour ce premier rendez-vous, le Centre d'action laïque de la province de Namur et le CHR de Namur, nous vous proposons et nous accueillons Madame Zandona ainsi que Monsieur Kitt qui vont pouvoir se présenter d'ici quelques instants. Et je vous propose, n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin de l'intervention, durant laquelle on aura un échange. Madame Zandona et Monsieur Kitt se feront un plaisir de répondre à vos questions. Je laisse à présent la parole à nos intervenants et intervenantes et je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour, moi je suis le Dr Zandona, je suis le médecin responsable de l'équipe mobile d'accompagnement et de soins continus dans l'hôpital. C'est un grand mot, c'est ce qu'on appelle l'équipe EMASC, mais en fait c'est une équipe palliative de seconde ligne. Donc il faut savoir que normalement chaque hôpital a l'obligation légale d'avoir une équipe de cet ordre-là en son sein. Alors, simplement pour m'introduire un petit peu, et comme ça vous me connaissez un peu mieux, donc je suis médecin généraliste de formation. J'ai travaillé au départ ici pendant 3 ans dans le service de gériatrie en tant que praticienne hospitalière. Et au départ, ce n'était pas vraiment dans mon projet de faire du soin palliatif, et en fait ça s'est imposé un peu tout seul parce qu'en gériatrie il n'y a rien à faire, on est fort confronté à la fin de vie et donc c'est une question qui est apparue dans le quotidien, on va dire, et ce sont des soins très très différents. Et finalement donc ma prédécesseure, le docteur Lemaître, France, qui elle est intensiviste de formation, qui travaillait aussi dans l'équipe EMASC, m'a suggéré de venir voir un petit peu ce que eux faisaient. Et petit à petit, en fait, j'ai fait une transition entre la gériatrie et l'équipe palliative de seconde ligne. Alors, quand le centre laïque est venu me voir en me demandant d'intervenir, je me suis dit, oula, ça c'est un sujet qui est très vaste. La fin de vie, les soins, les questions de soins palliatifs, les questions d'euthanasie. Donc, tout ça, ce sont des secteurs très très différents. Et donc, c'est un choix que j'ai fait de mettre l'accent aujourd'hui sur l'euthanasie et sur le cadre légal de l'euthanasie. Pourquoi? Parce que dans notre pratique, on est confronté à des demandes assez fréquemment et je me rends compte qu'il y a une méconnaissance du cadre légal belge je veux dire pour différentes professions et pour différentes personnes, que ce soit le public, que ce soit les soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers. Ce n'est clair pour personne, j'ai l'impression. Donc voilà, il faut savoir aussi que dans les formations universitaires, en tout cas quand moi j'ai été formée à l'UCL, la question de l'euthanasie et la question de la fin de vie, ce ne sont pas des thématiques qui sont mises en avant-plan dans les cursus universitaires médicaux. Voilà, à nouveau, je parle de ça il y a un petit moment, peut-être que ça a changé depuis lors. Donc voilà, je ne voulais pas faire quelque chose d'académique, mais comme j'ai le support ici du PowerPoint, je vais me glisser là derrière pour passer les slides. Ça va ? Donc ici, vous m'entendez bien ? Oui ?
Alors, c'est important de préciser que tout ce que je vais dire ici concerne le patient majeur, parce qu'il y a aussi une partie dans la loi qui concerne les patients mineurs émancipés. Ce n'est absolument pas quelque chose que je fais dans ma pratique, donc il n'y a pas de question de positionnement personnel, mais je ne m'y connais pas assez pour en parler. Donc ici, on parle bien de patients majeurs. Et c'est d'autant plus intéressant de parler du cadre légal cette année. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que la loi est sortie. Et donc, je vais en fait décortiquer la loi du 28 mai 2002 quant à la dépénalisation de l'euthanasie. Alors, que nous dit la loi? Alors, il faut savoir que c'est un PowerPoint qui s'adressait au départ à des médecins. Donc, il y a quelques on va dire, focus pour les médecins. Donc ce que je voulais dire au départ, c'est que quand on a un patient qui demande l'euthanasie, l'urgence, la seule vraie urgence qu'il y a dans la demande d'euthanasie, c'est de l'entendre. Dans tous les cas, que ce soit dans le cadre légal ou pas dans le cadre légal, le patient qui demande l'euthanasie, il y a une souffrance et donc il faut écouter ce patient et il faut prendre le temps d'analyser la demande. Il faut savoir aussi qu'aucun médecin n'est tenu de pratiquer l'euthanasie, mais il est tenu d'entendre la demande du patient. Alors, l'obligation pour le médecin, elle est où? Elle est de transmettre des informations à son patient. Donc ça veut dire que si, pour des convictions personnelles, le médecin ne pratique pas d'euthanasie, il doit informer le patient. Et s'il refuse d'analyser la demande ou de répondre à la demande, il doit référer le patient à un autre médecin et il a 4 jours pour le faire. Si maintenant il veut prendre le temps d'analyser la demande, simplement pour lui-même, pour savoir, pour être sûr que le patient est dans le cadre légal, ou même par rapport à ses convictions à lui, il a 7 jours pour se positionner par rapport au patient. Pourquoi est-ce que j'ai insisté sur cette dimension-là? Parce que je reçois souvent en consultation de fin de vie des patients qui sont dans le cadre légal, mais qui ont un parcours derrière eux de plusieurs mois, parfois, de demande d'euthanasie. Et donc, c'est vrai que moi je suis un peu triste de voir ces patients arriver en consultation parce qu'il y a encore le parcours du combattant pour arriver à ce que quelqu'un entende la demande. Et combien de fois j'ai pas eu en consultation des patients qui disent « mais vous savez, vous êtes la seule personne ou la première personne avec qui je peux prononcer le mot euthanasie et on ne ferme pas la porte au nez ». Donc voilà, ça c'était quand même pour rappeler un petit peu les obligations du médecin. Pardon. Alors, les caractéristiques du patient et de la demande. Alors, la loi est faite de sorte à mettre un cadre, ça c'est certain, mais il y a une grande liberté dans l'interprétation de cette loi. Et c'est là toute la difficulté et les discussions qui peuvent naître de cette loi. Le patient doit être capable, il doit être conscient au moment de la demande. Donc ça c'est important parce que ça met tout un débat autour des patients déments, évidemment. Il faut vérifier que la demande soit volontaire, réfléchie et répétée. Donc il s'agit de voir le patient plusieurs fois, que le discours soit cohérent à chaque fois. Et alors, il ne faut pas qu'il y ait de pression extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire pas de pression extérieure? Il ne faut pas qu'il y ait derrière un fils ou un proche qui insiste parce qu'en fait, on découvre derrière qu'il y a des intérêts financiers au décès de la personne, etc. Donc ça, ce sont toutes des choses dont le médecin doit s'assurer. Alors, quant à la souffrance et à la pathologie, la loi ne met pas de pathologie spécifique en disant telle pathologie a accès à l'euthanasie. Ce sont vraiment des caractéristiques. Ça veut dire que le patient qui demande l'euthanasie doit être en souffrance. La souffrance doit être physique et ou psychique. Cette souffrance doit être constante, insupportable et inapaisable. Et elle doit être en lien avec une affection accidentelle ou pathologique, qui elle-même est grave et incurable. Donc vous voyez, c'est beaucoup de mots, c'est très large. Il n'y a pas de cancer en phase terminale uniquement. Ça ouvre un cadre de pathologie immense, d'où la complexité de toutes les demandes. Alors, une fois qu'on s'est assuré de tout ce que j'ai précisé avant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie. On doit évidemment discuter avec le patient de sa demande.
On doit évoquer avec lui toutes les possibilités thérapeutiques, évoquer l'option des soins palliatifs, s'assurer que la souffrance est bien persistante, et donc avoir des entretiens multiples. Il ne s'agit pas de venir demander l'euthanasie et le lendemain l'euthanasie a lieu. Non, c'est plus complexe que ça. Et on doit analyser, on va prendre le temps. Il faut identifier la situation du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des patients qui vont mourir à brève échéance et des patients qui ne vont pas mourir à brève échéance. Ce sont des mots utilisés dans la loi. Et c'est fait exprès, c'est flou. Et donc, quand la loi, et ça je me suis entretenue avec une juriste pour en être sûre, que veut dire la loi quand elle parle de décès à brève échéance? Ça veut dire dans l'année. Donc si le médecin estime que le patient va vivre encore à 1 an, on est dans une situation où la mort n'est pas attendue à brève échéance. À ce moment-là, entre la demande d'euthanasie et la réalisation de l'acte, on doit attendre au minimum 1 mois. Ce qui n'est pas le cas de la première situation à brève échéance. Ce qui crée aussi la petite confusion, on va dire, dans le public et même dans les soignants, de est-ce qu'il faut 2 avis médicaux ou est-ce qu'il faut 3 avis médicaux? En fait, il faut 2 avis médicaux quand le patient va mourir à brève échéance, autrement dit dans l'année. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, 2 médecins doivent voir le patient, faire tous les entretiens dont on a parlé avant, s'assurer de tout ce qu'on a parlé avant, donc l'affection grave et incurable, les souffrances constantes, insupportables et indésables. Si les 2 médecins, de manière indépendante, sont d'accord de réaliser l'euthanasie peut avoir lieu. Dans le cas où le patient va vivre plus d'1 année, à ce moment-là, il faut 3 avis médicaux. Et le 3e avis doit être donné par un psychiatre ou un spécialiste. Donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un psychiatre. Qui détermine l'obligation du psychiatre? C'est en fait le premier médecin ou le 2e médecin, dans le cadre de la non-brève échéance. Et j'ai même envie de préciser personnellement que dans le premier cas de figure, la brève échéance, si le premier médecin qui voit le patient estime qu'il y a une pathologie sous-jacente psychiatrique, à ce moment-là, nous, par acquis de conscience professionnelle, on fait intervenir un psychiatre. Ensuite, le médecin va s'entretenir avec l'équipe soignante. Alors l'équipe soignante, ça dépend du lieu de vie du patient. Autrement dit, si on parle d'une maison de repos, c'est important de s'entretenir avec toute l'équipe soignante. Les infirmières qui sont là, les aides-soignantes, les kinés, enfin tous les soignants autour du patient qui pourraient être choqués ou interpellés par rapport à la demande d'euthanasie. Il faut s'entretenir avec la famille seulement si le patient est d'accord. Alors, ça c'est compliqué et c'est un peu un choix à nouveau personnel en tant que soignant de se dire, en tout cas nous on travaille comme ça, je travaille comme ça, mes collègues aussi, on essaie toujours d'impliquer la famille. On veut que la demande d'euthanasie et l'euthanasie se réalise dans les conditions les plus sereines possibles. Et c'est difficilement serein quand la famille est tenue à l'écart. Mais la loi précise que si le patient ne veut pas, il n'est pas obligé d'informer sa famille. Alors, la demande écrite. Ah oui, la demande écrite, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un amalgame chez les soignants et dans on va dire le public. La déclaration anticipée, ce n'est pas la même chose que la demande actuelle écrite d'euthanasie. Ce sont 2 choses différentes. On a beaucoup de patients qui viennent et qui disent « Mais moi, vous savez, j'ai fait tout ce qu'il fallait avec la déclaration anticipée, je suis passé à la commune, mes papiers sont faits, je suis en ordre, je veux l'euthanasie. » Ce n'est pas du tout la même chose. La déclaration anticipée, c'est un document qu'on remplit effectivement à la commune et qui est valable si, par exemple, un jour, on fait un accident de voiture, on est amené aux urgences, on se retrouve aux soins intensifs et on est dans le coma. Un coma irréversible, une mort cérébrale. Et on a fait ce papier-là. À ce moment-là, en cas de coma irréversible, on a le droit à l'euthanasie. Mais toutes les autres situations sont très différentes. La déclaration anticipée ne joue pas. Donc, à ce moment-là, il s'agit de discuter et d'établir une demande écrite actuelle d'euthanasie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué. Parce que beaucoup de gens nous disent « Mon Dieu, l'administratif, si je demande l'euthanasie, comment ça se passe, etc. » Le document, il est très très simple. En général, on prend une feuille blanche en présence d'un médecin
on écrit, je sous-signais, le nom du patient, mais le A, demande l'euthanasie, date des signatures. Et si le patient n'est pas capable d'écrire, à ce moment-là, c'est une tierce personne qui intervient et qui écrit pour le patient, en expliquant sur la demande pourquoi le patient n'est pas capable d'écrire. Et ça doit être fait en présence du médecin. Mais ce n'est pas le médecin qui peut écrire la demande. Ensuite, il s'agit d'offrir un accompagnement psychologique aux patients, bien sûr, mais aussi aux proches et à l'équipe soignante. Et alors, tous les documents sont gardés dans le dossier du patient par le médecin qui va réaliser l'euthanasie. Voilà. Et ça, c'est un résumé des procédures de prise en charge. Donc voilà, ça c'est un PowerPoint qui est né suite un petit peu à l'activité qu'on a développée ici au CHR, qui sont les consultations de fin de vie en fait. Donc ce sont des consultations qu'on a ouvertes avec l'équipe mobile. Elles se font en pluridisciplinaire, avec toujours une psychologue et une infirmière des soins palliatifs. Et ce qui nous permet en fait d'avoir 3 regards avec 3 disciplines différentes sur la même demande. Et nous, après, on peut en discuter entre nous et analyser la demande, prendre le temps d'analyser la demande. Voilà. Je vais peut-être laisser parler maintenant Monsieur Pitt. Avec plaisir, oui, Voilà. on enchaîne et puis on fait les questions après. Je ne sais pas comment vous vouliez faire. Est-ce qu'on discute maintenant de ce qui a été présenté ou est-ce que... C'est peut-être mieux qu'on de couper les... Ouais, ok. Avec plaisir. Avec plaisir, pas de souci. Merci. Donc, moi, je suis Julien Thiel, donc je suis psychologue à l'hôpital Erasme. Donc, je suis très content de venir ici. C'est la première fois que je rentre au CHR, donc c'est bien, je voyage un petit peu, je suis content. Et donc, je suis psychologue depuis une dizaine d'années et je travaille donc en oncologie, plus spécifiquement dans tout ce qui est cancer gastro, donc tout ce qui est côlon, foie, pancréas, œsophage, etc. Et donc, à Erasme, on n'a pas de service de soins palliatifs en tant que tel, stricto sensu, mais évidemment, on est confronté à des situations palliatives et on est aussi assez fréquemment confronté à cette question de l'euthanasie. C'est quelque chose qui se pratique à l'hôpital Erasme. Et donc, moi, l'idée aujourd'hui, c'était de faire le point avec vous sur quelques aspects psychologiques qui sont impliqués effectivement dans cette question d'euthanasie, mais qui sont aussi impliqués dans le statut palliatif de manière générale, dans la phase palliative. Alors je vais évidemment un peu plus me centrer sur tout ce qui est cancer et onco, évidemment, vu que c'est mon domaine de prédilection, mais je vais essayer de brasser un petit peu plus large, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le cancer. On nous l'a rappelé, il n'y a pas que le cancer qui provoque effectivement des situations de fin de vie et qui peut mener à des demandes d'euthanasie, évidemment. Je vais aussi me centrer sur la personne adulte. Je ne travaille pas du tout avec les enfants, donc ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc je vais vous parler de la personne adulte. Moi aussi j'avais quelques slides, alors pas le but n'est pas du tout de vous faire un cours, le but est d'avoir, si vous voulez, un support pour qu'on puisse justement un petit peu discuter. Et donc je vais faire pareil, je vais me mettre là, je vais ouvrir mes slides. Alors, du coup... ça en grand, je crois que ça sera plus simple encore. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur justement la question des proches des patients oncologiques, des proches des patients cancéreux. Et donc justement, j'ai envie de vous parler un petit peu des proches des patients parce que vous allez voir que dans cette phase palliative, et y compris dans cette demande d'euthanasie, on en a un peu parlé, il y a évidemment il y a la présence des proches, et la question des proches est très importante et influence évidemment la manière dont le patient se positionne. Alors je vous ai remis ça, c'est juste pour finalement avoir un visuel sur le fait qu'on parle de patients, ici on parle de prise en charge médicale, on parle de psychologie, donc il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des infirmières, des kinés, il y a plein de personnes qui gravitent autour du patient. Ça n'empêche que la source de soutien émotionnel, informationnel, pratique, même médical parfois, ça reste le proche aidant du patient, ça reste les proches des patients. On parle par exemple de prise en charge palliative à domicile. C'est ce qu'on dit souvent aux patients quand ils hésitent, évidemment on y reviendra, entre la prise en charge palliative à domicile ou en institution. Souvent les gens hésitent, évidemment que spontanément les patients ont envie de rentrer à la maison, c'est bien compréhensible, mais on rappelle quand même aux patients que dans la réalité, 22 heures sur 24, ils sont seuls avec leurs proches. Il n'y a pas une présence médicale professionnelle. Et ça c'est très important à rappeler parce que parfois il y a des petites fausses croyances par rapport à la prise en charge palliative à la maison, en pensant que la prise en charge palliative à la maison, il va y avoir souvent un infirmier, une infirmière qui va passer, qu'il va y avoir du monde. La réalité, il y a des équipes de première ligne, des équipes de deuxième ligne, et finalement les patients sont souvent seuls, et donc parfois cette prise en charge palliative à la maison n'est pas faisable.
parce que ce n'est pas réalisable et parce que les proches ne savent pas justement toujours assurer ce rôle, si vous voulez, d'infirmier à domicile. Ce n'est pas possible, évidemment. Donc, c'était pour vous rappeler que le premier réseau de soutien du patient, ce sont les proches. Alors là, juste, c'est pas la peine de regarder forcément le slide parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais il y a toujours quelque chose qui me frappe en onco, et c'est pareil dans d'autres types de maladies. Quand on pense justement au soutien, je viens de vous parler du soutien que les proches donnent aux patients. Quand on parle de soutien, en moyenne, sur une période de 2 ans, après le diagnostic d'une maladie grave, les proches en général disent en moyenne qu'ils consacrent sur 2 ans 3000 heures à l'aide apportée aux patients. 3000 heures sur 2 ans, je vais vous faire l'équivalent en journée de travail. 3000 heures sur 2 ans, c'est l'équivalent d'un mi-temps. Donc vous imaginez un petit peu la charge mentale, la charge physique, la charge émotionnelle pour ces proches qui sont obligés, parfois, de s'occuper de ces patients. Ça, c'est quelque chose qui me frappe toujours. Donc être proche, c'est un boulot effectivement à part entière, et ça influence justement toute cette question des projets de vie, des projets de fin de vie. Juste aussi une chose importante, justement, pour aller maintenant vers la question quand même des patients, c'est que là c'est spécifique aux patients cancéreux. Ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y a des phénomènes de contagion émotionnelle qui existent entre les patients et les proches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, au plus un patient est déprimé ou anxieux, au plus son proche sera déprimé ou anxieux. Et c'est surtout vrai pour les femmes des patients. C'est un petit peu moins vrai pour les maris des patientes, mais c'est surtout vrai pour les femmes des patients. Et donc c'est assez intéressant et c'est un vrai problème de santé publique. Hein. Donc lorsque vous voyez par exemple, vous êtes en hospitalisation et vous voyez 10 chambres, vous avez 10 patients, derrière ces 10 patients, il y a peut-être autant de proches qui sont en détresse. Et donc derrière, une fois de plus, quand on pense au projet de fin de vie, quand on pense aux palliatifs, quand on pense à la demande d'euthanasie, il y a autant de personnes derrière qui sont en souffrance et qui ont des dilemmes moraux par rapport à la mise en place de ces projets de fin de vie. Alors, il y a aussi une autre chose importante, c'est finalement on parle de fin de vie, et ce qui est toujours intéressant de se rappeler, c'est que la question de la communication à propos de la mort, les besoins physiques et les besoins émotionnels sont les difficultés les plus importantes rapportées par les patients. Ça me semble aussi très très important, parce que donc, quand on est dans une phase palliative, avec tout ce que ça comporte aussi comme problématique physique, on est rarement en stade palliatif en étant en pleine forme, ce n'est pas que les problèmes physiques qui sont importants, c'est aussi au même niveau la communication à propos de la mort et les besoins émotionnels. Alors quand on va un petit peu plus loin, communiquer à propos de la mort, c'est extrêmement compliqué. C'est fondamental, avec son proche, avec son conjoint par exemple, quand on est dans cette situation, mais c'est extrêmement compliqué. Pourquoi c'est extrêmement compliqué? Parce que ça vient toucher à des choses que tout au long de notre vie, on évite. Je crois que on est tous tout au long de notre vie dans un mode qui est qu'on met la mort très loin, on met la mort un peu de côté. On fonctionne comme si elle n'existait pas. Et heureusement, parce que vous imaginez, si on se mettait tous les matins depuis qu'on est enfant à penser à notre propre mort et à se dire dans 75 ans, je suis mort, on n'aurait pas envie de se lever le matin, on n'aurait pas envie d'aller travailler. Moi, personnellement, si on pensait tous à ça, on ne ferait pas de carrière professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à travailler alors qu'on sait qu'on va tous mourir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui provoque beaucoup de défense psychologique, évidemment. Et quand vous êtes un patient et que vous apprenez un diagnostic de maladie grave, de maladie potentiellement mortelle, comme le cancer par exemple, ben évidemment, ce diagnostic, il vient casser cette défense. La défense qui est qu'on met tout ça très loin. Ça vient casser cette défense. En fait, un médecin vous dit, durant une consultation, il vous dit, ben voilà, on a trouvé quelque chose chez vous, vous avez un cancer. Et donc, grosso modo, en implicite, il vous dit, et en fait, oui, je vous rappelle que vous êtes mortel. Et ça peut arriver plus vite que prévu. C'est extrêmement compliqué à gérer, évidemment, psychologiquement. Et donc, cette question-là, elle est très complexe à mettre, je dirais, à mettre en mots pour les patients, mais pour les proches aussi. Et là, c'est une chose importante aussi que j'ai envie de vous dire, et donc ça rejoint cette question de palliatif, et c'est valable aussi pour cette question de demande d'euthanasie, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les patients et les proches, à un moment donné, même dès le début, mais à un moment donné, vont rentrer dans deux réalités quand même assez différentes. C'est pareil pour les soignants d'ailleurs. Il va y avoir la réalité du patient qui est malade, et qui peut cheminer par rapport à sa situation psychologiquement, mais physiquement aussi. Le malade ressent la maladie. Et vous avez les proches à côté qui sont des spectateurs. Qui sont des spectateurs et qui sont, parfois oui, parfois non, qui vont fonctionner avec une logique de personnes saines.
Et c'est pour ça que vous avez souvent, dans des contextes de fin de vie, et parfois dans des contextes de demande d'euthanasie, des proches qui ne sont pas du tout au diapason des patients. Et des proches qui essayent de maintenir le patient en vie et qui disent au patient « Mais non, mais il ne faut pas que tu demandes l'euthanasie, on va encore se battre. Il y a encore un traitement, un docteur et un traitement. » Plus de traitement, mais les gens veulent absolument faire sortir un traitement d'un tiroir quelque part. Et c'est ça qui est très compliqué, évidemment, c'est les différences de réalité. Quand on arrive en fin de vie, et c'est surtout vrai vraiment en phase terminale, donc c'est plus spécifique que le statut palliatif, parce que le statut palliatif, c'est pas forcément la fin de vie stricto sensu, médicalement parlant. Quand on arrive en fin de vie, les patients, en général, sont moins en détresse que les proches. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc ça veut dire que les patients sont moins anxieux et moins déprimés que les proches. On en revient à ce statut un petit peu de, vous savez, de personne spectatrice. En tant que proche, ben oui, vous voyez votre conjoint peut-être, ou votre père, votre enfant, peu importe, qui est en train de rentrer dans la fin de sa vie, et ben ça provoque un sentiment d'impuissance énorme. Chez les patients aussi, mais je reviens sur ce que j'ai dit, les patients peuvent cheminer aussi différemment par rapport à leurs conditions. Et donc en général, on voit justement cette différence un petit peu de planète sur lesquelles sont les gens en fin de vie. Vous avez les patients qui, je trouve, ça c'est mon expérience personnelle, peut-être qu'on n'a pas les mêmes expériences, mais globalement, je trouve, arrivent à atteindre une certaine sérénité. Et vous avez les proches à côté qui peuvent aussi être sereins par rapport à cette fin de vie, ou qui parfois sont très très en détresse, et se retrouvent à côté et sont bien obligés de faire avec ce qui se passe, parce qu'ils ne peuvent pas faire sans. Alors, autre chose aussi, je vous parlais de la détresse émotionnelle des proches. On sait que la détresse émotionnelle des proches en phase palliative, donc là je sors un petit peu de la fin de vie au sens strict, la phase palliative dépend de plusieurs choses. Dépend du temps écoulé depuis le diagnostic. Ça veut dire que au plus il y a eu du temps entre le diagnostic et la phase palliative, au moins vont être en détresse les proches. Donc au plus c'est rapide, au plus c'est brutal. Les comorbidités du patient, donc ce que le patient a aussi comme autre affection médicale que la maladie qui l'amène dans ce stade palliatif, et le niveau d'indépendance et d'autonomie du patient, et aussi la détresse émotionnelle du patient, comme je vous ai expliqué juste avant. Alors en termes justement, je vous disais, tout ça s'influence, et donc les gens s'influencent entre eux, et donc on voit que quand un patient est en fin de vie, en général il y a plus ou moins 40%, c'est énorme, 40% des familles qui vont présenter des conflits dans cette situation de fin de vie, par rapport notamment aux prises de décision, et surtout quand le patient est jeune. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une partie de la famille qui dit qu'il faut se battre, il y a une autre partie qui dit qu'il faut le laisser partir, il y a une partie qui dit qu'il faut absolument le garder à la maison, il y a une partie qui dit qu'il faut absolument l'envoyer en institution. Tout ça provoque des conflits. 40%, c'est gigantesque. Ça fait presque une personne sur deux. À chaque fois qu'on pense aux chiffres, on dit oh, 40%, c'est un peu moins de la moitié. Alors, l'exemple va être extrêmement cavalier, mais quand vous regardez sur Google et que vous voulez aller au restaurant, par exemple, si vous voyez un restaurant qui est coté à 2 étoiles sur 5, vous n'y allez pas. C'est une très mauvaise cote. Ben, ça, c'est la même chose dans le sens inverse. 40%, c'est énorme comme chiffre, évidemment. Je vous le disais aussi, on voit qu'il y a des incongruences souvent entre les projets de fin de vie, justement. Palliatif à la maison versus institution. Ce qui est très délicat, justement, pour les patients et les proches, c'est d'arriver à communiquer de manière ouverte par rapport à ça, de manière constructive. Parce que, vous imaginez, vous êtes le proche d'un patient, et donc un patient a le souhait de rentrer à la maison, c'est son souhait le plus cher. Vous êtes le conjoint du patient, vous êtes seul avec lui, vous n'avez plus d'enfant ou pas d'enfant par exemple, donc il n'y a personne d'autre qui peut vous aider, vous êtes assez isolé socialement, et vous devez gérer un patient qui est à la maison dans une situation de fin de vie avec énormément de difficultés physiques. Et vous vous dites dans votre âme et conscience, je n'y arriverai jamais, je ne vais pas savoir faire ça. Je ne vais pas savoir aider mon proche dans son projet de fin de vie, je ne vais pas savoir l'aider pratiquement et médicalement. Et évidemment, en tant que conjoint, c'est extrêmement difficile de dire ça. De regarder votre conjoint et dire non, malheureusement, je ne peux rien faire pour toi, il faut que tu ailles en institution. C'est terrible. Donc, il existe des incongruences, et le souci, c'est que souvent, il y a des petits problèmes de communication par rapport à ces incongruences. On ne parvient pas à en parler, parce que c'est très difficile, justement. Et donc, ça provoque beaucoup de détresse, ça provoque beaucoup de stress, et c'est un cercle vicieux. Tout ça s'influence. Alors on pourra, ça c'était un peu une liste, on pourra en reparler après hein, si vous voulez en discutant. Il y a plein d'autres problématiques, là je me suis centré sur quelques petites choses, mais il y a plein de problématiques autres évidemment associées au palliatif, à l'euthanasie, à la fin de vie, etc.
Par exemple, la question du deuil anticipé, pour vous lancer un petit peu là-dessus, la question du deuil anticipé, c'est très intéressant parce que c'est quand un conjoint ou quand des membres de la famille commencent à fonctionner comme si le patient était déjà mort. Ça, c'est un grand classique aussi, malheureusement. C'est que justement, quand les patients rentrent parfois dans des phases palliatives, à l'annonce de la phase palliative, vient un petit peu cette confusion entre le palliatif et la fin de vie imminente, si vous voulez. Et il y a cette confusion dans la tête des patients et dans la tête des proches aussi. Et il y a des proches qui vont, justement, pour commencer à se mettre dans ce travail de deuil, parce que ça c'est la réalité, ils vont devoir être dans un travail de deuil, le patient aussi va devoir se mettre dans un travail de deuil par rapport à sa propre vie, évidemment. Et donc ils rentrent tellement dans ce travail de deuil qu'ils font ce qu'on appelle un deuil anticipé. Il y a plein d'exemples, le dernier exemple en date, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, où un patient, jeune patient, 50 ans, avec 2 enfants, ados, mariés, et donc ce patient, cancer du pancréas, et cancer du pancréas à mauvais pronostic, et puis il résiste assez bien. Il tient 2 ans et demi. Donc, il tient bien le coup. Et à un moment donné, le médecin lui dit, écoutez, on ne peut plus du tout vous faire de chimiothérapie qui jusque-là, de toute façon, servait à contrôler votre maladie. On ne peut plus rien faire, on va devoir arrêter parce que c'est votre chimiothérapie qui va finir par vous tuer. Donc il faut qu'on arrête les traitements. Et donc à partir de ce moment-là, le patient permet d'arriver, si vous voulez, au dernier stade de la compréhension de sa situation et se dit, ok, maintenant c'est complètement terminé. Parce que ça arrive que les patients se disent, j'ai une chimio, même si c'est une chimio palliative, c'est quand même une chimio. Ça peut peut-être me sauver, il y a peut-être un miracle qui est possible. Quand on vous dit au patient, il n'y a plus rien du tout qu'on puisse vous donner, vous proposer, il y a un espoir qui s'effondre. Donc le patient peut rentrer dans ce dernier stade en se disant, maintenant je rentre vraiment dans les derniers moments de ma vie, ce que ses enfants ont fait aussi, ce que sa femme a fait aussi, mais ils l'ont trop fait. Ça veut dire que, par exemple, à un moment donné, quand il a fallu discuter avec les enfants à propos de cette nouvelle phase, si vous voulez, de la maladie, où vraiment, là, il n'y a plus de traitement du tout, et on est dans du palliatif pur et dur, on est dans de la fin de vie, la femme du patient a commencé à parler de tout ça à ses enfants, seule, sans monsieur. Et puis on a commencé à faire des tas d'activités, seul, sans monsieur, alors que monsieur il est toujours là. Et on a commencé à vivre des moments de famille seul, sans monsieur, alors qu'il est toujours là. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un deuil anticipé, parce qu'on fait comme si le patient n'existait plus. Et c'est pareil aussi parfois pour les patients. Les patients ont tendance parfois à couper les relations avec les autres parce qu'ils préparent leur départ, si vous voulez. Ça c'est un travail de trépas anticipé. On y reviendra si vous voulez. On a parlé donc beaucoup d'euthanasie. Effectivement, on l'a un peu dit. Moi, ce que je voulais apporter comme problématique, c'est ce truc très compliqué entre est-ce qu'on a affaire à une demande d'euthanasie ou est-ce qu'on a affaire à une demande de suicide assisté. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Et c'est vrai que là, on revient, on ne va pas effectivement tout refaire, on peut en reparler, mais il y a quand même une petite différence entre les deux. Dans quel climat ça se passe? C'est vrai qu'il y a des demandes d'euthanasie qui sont des demandes d'euthanasie qui parfois émergent tout d'un coup, quand, le grand classique, quand les patients sont très douloureux. Très douloureux, le traitement antalgique antidouleur ne fonctionne pas très bien, et les patients, à un moment donné, vont venir avec une demande d'euthanasie. Et on se rend compte qu'en creusant, en faisant effectivement tout un travail d'analyse, etc., on se rend compte que si on arrive à gérer la douleur du patient, il ne demanderait plus l'euthanasie. Et souvent, la demande d'euthanasie est si vous voulez, presque un moyen, un outil pour le patient de se déconnecter de sa situation. Elle n'est pas forcément, en fait, un concept vraiment réfléchi et répété comme on l'a expliqué. Donc ça, c'est très intéressant aussi, et ça vaut la peine de bien faire la différence entre les deux, évidemment. Alors c'est intéressant parce que ça dépend un peu des institutions, cette question de la psychiatrie, par exemple, à l'Institut Bordet, où j'ai travaillé quelques temps, dès qu'un patient demande l'euthanasie, il y a un psychiatre et un psychologue qui débarquent. Ça fait partie de la procédure. À Erasme, on est quand même un peu plus soft. Quand il y a un patient qui demande l'euthanasie, c'est si le patient veut voir un psy, on arrive. Si l'équipe ou le médecin estime, et là on revient à ça, si le médecin ou l'équipe estime que ce serait pas mal qu'il y ait un soutien psychologique, on arrive évidemment. Et on n'est pas à sauter sur les jambes. Et vous voyez, il y a des différences déjà de prise en charge, et ça peut influencer tout le processus, bien entendu. Alors l'autre chose, je vous en parlais, c'est le sentiment d'avoir une charge. Cette question, sentiment d'avoir une charge, burn-out du proche. Je vous disais, le proche, il est là, il aide le patient à la maison. Quand vous avez un proche, comme je vous le disais, qui travaille à mi-temps pour aider son proche malade, d'un point de vue médical, pratique, émotionnel, etc., c'est comme quand on est au travail, on peut tomber en burn-out, on peut s'effondrer complètement. C'est quelque chose de très grave et de très important à prendre en charge. Les deux derniers points, je les lis ensemble.
c'est la question de conflits de loyauté et dilemmes moraux. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de ce patient fictif et de son conjoint, et je vous disais, il peut y avoir un problème entre dire à mon proche malade « je ne peux pas t'aider » alors qu'il demande d'être à la maison, mais moi je sens que je ne vais pas pouvoir le faire. Moralement, pour la personne qui se situe là, moralement pour ce proche, c'est très compliqué évidemment de pouvoir exprimer ça. C'est un dilemme interne, c'est un dilemme moral évidemment. Je devrais normalement aider mon proche parce que c'est mon rôle en tant que conjoint, mais je ne me sens pas capable. Moralement, c'est pas simple. Il y a aussi plein de dilemmes moraux et de conflits de loyauté en fonction des cultures. On n'est pas tous de la même culture, et dans certaines cultures, les cultures plus orientales par exemple, ou nord-africaines, le projet de fin de vie un petit peu standard, c'est que les enfants ou les générations plus jeunes s'occupent des personnes âgées. Et à un moment donné, il y a parfois des mélanges. Donc entre le background culturel des patients et la culture, la manière dont les enfants ou la manière dont les générations plus jeunes se sont appropriées leur culture d'origine et la culture ici en Belgique par exemple. Donc on se retrouve avec des patients, par exemple maghrébins, âgés, et qui se voient entendre de la part de leurs proches, ben non, on ne va pas pouvoir te garder à la maison, on va t'envoyer en institution. Ça provoque des raz-de-marée évidemment au sein d'une famille. Et ça provoque beaucoup de conflits de conscience chez les proches. Dans notre culture, j'entends ça 1000 fois par semaine, dans notre culture on ne fait pas comme ça. Dans notre culture, on n'envoie pas nos parents dans des maisons de repos ou dans des institutions palliatives. Et donc, mais en même temps, on ne peut pas la prendre à la maison. Et on ne sait pas quoi faire. C'est l'enfer pour tout le monde, évidemment. Et là, la dernière chose avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est ça. Ça résume un petit peu tout. En fait, vous savez, je vous parlais au tout début de la communication à propos de la mort, communication à propos de la maladie. Et je vous disais, c'est très technique, c'est très complexe. Il y a plein de processus psychologiques qui influencent, en fait, cette communication. Et tout ça est à mettre sur un continuum. Donc, vous partez du côté un peu plus négatif du continuum, vous partez du déni. Donc, le déni de la maladie. Il y a des proches, ou des patients même, mais on va parler des proches. Il y a des proches qui sont en déni de la maladie, qui ne veulent pas entendre que la maladie, on arrive au dernier stade. C'est ce grand classique. Ça, c'est des petits dénis de la vie quotidienne, je dirais. Vous avez un patient hospitalisé, parfois je suis témoin de ça, vous avez un patient hospitalisé, patient qui se dégrade, hein, qui est dans une situation palliative ou de fin de vie, vous avez un patient hospitalisé, un proche arrive, qui lui rend visite, et puis il rentre dans la chambre, il fait « Ah bah ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui ». Vous avez le patient qui se dégrade et qui de jour en jour dit lui-même « Je me sens de moins en moins bien, je sens que je pars ». Ça c'est une forme de déni. C'est les proches qui ne veulent pas coller, si vous voulez, à l'évidence. Ils veulent un peu booster le patient en dernière minute. Et ça se comprend, c'est pas une critique. C'est la manière dont on s'en sort, dont on compose avec sa vie. Et donc vous avez un côté du continuum, le déni, et puis vous avez tous les évitements. Les évitements assez conscients. Hein. J'ai pas envie de parler avec ma femme de la fin de vie parce que je sais pas comment faire. J'ai failli parler de sa fin de vie, ça va l'enfoncer encore plus. Combien de fois je n'entends pas ça? Si on parle de la mort ensemble, ça va l'effondrer encore plus. Si jamais on lui parle du fait qu'il faut réfléchir quand même au projet palliatif, rien que le fait de lui en parler, elle va où il va tout abandonner et il va se laisser mourir. Les gens des constructions, alors que jamais, ça n'arrive jamais ça. Les gens ont des tas de constructions à propos de ça, et ça, ce sont des formes d'évitement. Et puis vous allez à l'autre bout du continuum, qui est le bout positif, où vous arrivez à avoir une communication ouverte par rapport à la maladie et par rapport à ce qu'il faut mettre en place. Et on n'est pas figé hein, dans l'un ou l'autre, on va de l'un à l'autre, tous, tout le monde. Les médecins y compris, les infirmières y compris, les psys y compris. Nous aussi, parfois, on est dans le déni. Nous aussi, parfois, on est dans l'évitement. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a des oncologues qui, parfois, ne veulent pas voir que c'est plus la peine de donner une chimio à un patient. On est tous dans le déni, on est tous dans l'évitement et on oscille entre tout ça. Et donc, c'est ce qu'on disait avec l'offre de soutien psychologique. Je pense que c'est important, effectivement, de mettre ça en place parce que ça permet d'essayer de pousser les gens vers le côté de droite, évidemment, du continuum. Arriver à développer cette adaptation, si vous voulez, cette acceptation et cette communication. Je vous ai dit beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si du coup, on peut lancer la discussion maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, pour le docteur Mondona. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. D'abord, je souhaite vous remercier de votre précédent. Vraiment, même si je suis un peu familier des questions, mais j'ai toujours à apprendre énormément.
Avant d'en venir à ma réflexion, je voudrais juste avoir une pensée à propos de Madame Wilmès. Vous avez entendu les nouvelles. Donc elle s'est mise en retrait de sa vie politique puisque son mari, malheureusement, a un cancer du cerveau. Et je salue une personne pour qui j'ai énormément d'estime. Je voulais juste donner un autre point de vue par rapport à ce que vous avez dit, qui me touche bien sûr. Vous avez dit, si je pensais chaque matin que je vais mourir, à quoi bon travailler? Alors, moi évidemment, je suis à un autre point de vue, parce que je ne suis pas de votre génération. Oui. J'approche des 70 ans, donc au compteur, il me reste statistiquement 1/8 de ma vie à vivre. D'accord? Et je pense que c'est important, et j'essayais d'en parler dans la mesure du possible dans ma vie de généraliste aux patients, c'est quand même, si possible, important d'anticiper, pas pour s'angoisser, mais pour se dire, parce que pour beaucoup de patients, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont continuer à vivre jusqu'à la fin. Ah, non, non. Vivre, comme disait un philosophe, c'est perdre. Ce n'est pas que perdre, mais c'est perdre au jour le jour, c'est perdre 24 heures tous les jours. C'est perdre des projets de vie qu'on avait anticipés et qui finalement, pour X raisons, ne peuvent pas se réaliser, etc. etc. C'est perdre des relations, de ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Et donc, pour le moment, et je ne sais pas ce que sera demain, je ne sais pas ce que sera dans X mois, X années pour moi, je n'ai pas de menace qui me pendent au nez, je n'ai pas de problèmes de santé majeurs qui me mettent en danger, mais pour le moment, au fil du temps, et aussi parce que je suis en contact régulier avec des demandes de fin de vie et d'euthanasie, donc ça percole, comme on dit beaucoup, hein, je reste relativement serein. Bon, le jour où je vais avoir un diagnostic en disant « Monsieur, vous avez un cancer du pancréas, il vous reste pour 3 mois, il y a des méta et tout ça », est-ce que je serai encore serein? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais j'apprivoise. Et ça me fait penser, je ne suis pas bouddhiste, même si j'aime beaucoup la philosophie bouddhiste, mais la notion d'impermanence, les moines bouddhistes, les jeunes, les novices, on leur demande de passer une nuit complète, une ou plusieurs fois, à veiller un mort. Et je trouve ça très interpellant. Ouais. Merci beaucoup pour votre remarque, parce que effectivement, c'est plus nuancé que ça, ce que j'ai dit. Dans le sens qu'évidemment, qu'il y a un impact, il y a un croisement aussi avec les phases de vie. C'est pas la même chose quand on a 35 ans et qu'on vous dit vous avez un cancer du pancréas que quand vous en avez 85. C'est pas que c'est plus facile quand on en a 85, mais on est dans une autre phase de vie, évidemment. Combien de fois je n'entends pas des patients me dire, donc un peu plus âgés, même 45, 50 ans parfois, qui me disent, bah, vous savez, finalement, j'ai 2 enfants, j'ai fait ma vie. J'entends rarement ça chez des patients plus jeunes ou même par exemple qui n'ont pas d'enfants. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'a pas été réalisé. Donc les phases de vie, évidemment, c'est très très important. Je pense aussi, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, en fait, je trouve que c'est la notion de certitude et en même temps la notion de flou. C'est les deux en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme vous dites, au plus on avance dans sa vie, au plus on se fait à l'idée que ça va s'arrêter et qu'on s'en approche, évidemment. Mais en même temps, il y a cette part un peu de flou. Ça va arriver, mais on ne sait pas très bien quand. Et on se dit, bah, si je m'entretiens un petit peu, je peux encore tenir la baraque un petit peu, quoi. Alors que quand vous entendez un diagnostic de maladie létale et que vous sentez déjà que ça se dégrade très vite, on est aussi mis là dans une autre réalité, je trouve encore un petit peu différente. Là, pour le coup, le côté flou de la fin du parcours se rapproche de plus en plus. Et parfois, ça, même si on est déjà dans quelque chose d'autre philosophiquement, parfois c'est très anxiogène, selon moi. Mais vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de nuances à apporter en fonction de l'âge, effectivement. Oui. Mais il y a peu de temps, j'assistais justement à une conférence et à une discussion sur le même sujet. Et il y avait pas mal de médecins et ils étaient toujours essayez, on va encore essayer ça. Et moi, mon sentiment, de personnes plus âgées peut-être, et c'était, mais est-ce qu'on ne vole pas la mort à cette personne? Est-ce qu'elle n'a pas la possibilité de s'y préparer à son aise, de pouvoir en parler avec ses enfants
éventuellement même de prendre des dispositions financières, ce qui parfois peut éviter des conflits entre les enfants, et de se préparer, bon voilà, tu sais que tu vas mourir, prépare-toi. Donc il y a ça. Et alors une autre chose dans la discussion qui m'avait un peu frappée, c'est qu'on parlait beaucoup des enfants. Je sais bien qu'on ne peut pas mourir sans ses enfants, mais en même temps donner, à mon sens, hein, c'est peut-être une question de caractère, beaucoup de pouvoir aux enfants, et je trouvais qu'il y avait peut-être un risque d'infantiliser la personne. Bon, c'est, voilà, fais ce qu'on te dit, enfin, un risque, comme si on peut être malade, mais avoir encore tout à fait toute sa tête. Oui. Et alors, j'ai encore une remarque. Je vais peut-être me permettre juste, parce que pour réagir dans l'ordre, ce que vous avez dit, parce que j'ai peur, si je vous laisse continuer, je vais oublier ce que je vous avais dit au tout début. Je ne peux pas partir dans tous les sens. Je me permets, par rapport, parce que vous parliez de médecin dans votre première intervention, et vous disiez que le médecin avait tendance à dire essayons, essayons, essayons. Il y avait des psys aussi, oui, enfin. Ah voilà. Ben voilà, on est tous dans le même panier. Oui. Mais je constate aussi très fort ce que vous amenez, c'est-à-dire que, donc, pour vous donner un peu le fonctionnement de l'équipe ici, donc comment je travaille au quotidien, je passe dans tous les services et donc je suis confrontée à tout type de médecins, tout spécialiste, je veux dire, de l'oncologie, la gastro-oncologie, la pneumologie, les chirurgiens, les néphrologues, enfin, on voyage. Juste pas le pôle mère-enfant, tout ce qui est gynéco et pédiatrie, on ne fait pas. Mais donc c'est vrai qu'il y a du côté du corps médical, et peut-être aussi pour les psychologues et les infirmiers, etc., il ne faut pas oublier le cursus pédagogique qu'il y a derrière. Et je pense que, et j'en fais partie, de ce bain dans lequel on nous met un médecin, c'est fait pour soigner et pour prolonger la vie à tout prix. Et finalement, les réflexions sur l'acharnement thérapeutique et sur le droit du patient, etc., historiquement, c'est très récent. Et je ne défends évidemment pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça permet en partie d'expliquer pourquoi les médecins ont tendance à effectivement toujours essayer. Et je pense que l'équilibre est quelque part entre les deux, comme dans tout dans la vie, il y a des extrêmes et puis il y a une juste mesure. Et donc, je pense que tout nécessite, toute situation, parce que c'est toujours très singulier, on ne peut pas faire de généralité en ce qui concerne la fin de vie, ça c'est certain. Il faut prendre le temps d'analyser et écouter le patient, analyser la situation. Et là où je pense que peut-être certains médecins ont des difficultés, c'est l'écoute pure et dure et simple du patient, sans leurs lunettes et sans leurs angoisses et sans leurs projections. Mais ça, c'est humain, parce qu'un médecin, c'est humain. Et donc, je pense que là, le patient peut aussi, parce qu'on est de plus en plus dans le droit du patient, le patient peut aussi se positionner et dire « Mais écoutez, docteur, je sens bien que vous avez peur, mais moi pas. Tout à fait. Et moi, je sais ce que je veux. » Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire aussi du côté du patient, qui peut collaborer peut-être autrement avec son médecin. Ah oui. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que je conseille en général aux patients. Oui, j'ai bien conscience, il faut trouver un point d'équilibre entre la peur de la mort peut parfois déclencher chez certaines personnes le désir de mourir assez vite. Et d'un autre côté, il y a le médecin, oui, c'est un cursus. Maintenant, j'entends parfois le terme, c'est un échec. En fait, c'est pas un échec, parce qu'on soulage les souffrances de quelqu'un. Mais c'est pas encore... C'est pas passé dans les mentalités. Et justement, ça nous montre un troisième point. Oui. Comment juger des souffrances de quelqu'un? Il n'y a rien de plus... On ne peut pas juger les souffrances Rien de plus. Mais la souffrance est souffrance. Et si le patient amène de la souffrance, elle est souffrance. Donc ça veut dire que si une personne a perdu son chien et c'est la fin du monde, c'est comme ça. Pour nous, c'est peut-être ridicule, mais pour lui, c'est une souffrance immense. Et donc, une souffrance, ça ne se juge pas, ça s'entend. Voilà, il faudrait peut-être quelqu'un pour écouter davantage le médecin. On essaye. Oui. On essaye. Mais c'est compliqué. Il faudrait poser une Merci question. beaucoup. Une question qui est certainement assez brutale, mais je ne comprends pas de quel droit la société et les médecins, les médecins réalistes, s'approprient le droit de décider de ma mort ou pas. On ne décide pas
de naître, et j'estime que la vie m'appartient, que c'est ni aux enfants, ni aux handicapés, ça simplifie les choses, mais de toute manière, moi jamais j'aurais influencé ma mère de quelque façon que ce soit, qui ait choisi les soins palliatifs, même si moi j'aurais préféré qu'elle choisisse l'euthanasie. Jamais je ne l'aurais influencé, et j'ai tout à fait respecté son choix, bien sûr, mais je ne comprends pas, je pense que la société a encore beaucoup de chemin à faire, parce que bien sûr, par rapport à un pays comme la France, on peut dire qu'on est encore bien loti. Mais malgré tout, moi, j'attends une loi qui permettra de demander l'euthanasie sans avoir à faire un vrai parcours du combattant pour vie accomplie. Je ne dis pas à 20 ans, parce que forcément, 20, 30, je veux dire, voilà. Mais à un certain âge, peut-être on peut fixer 60 ans, je ne sais pas. Vous voulez dire une espèce de loi en fait qui ne dépénaliserait pas l'euthanasie mais qui donne le droit à l'euthanasie. Oui, voilà, c'est ça. Mais je trouve que ça, pardon, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière le mot euthanasie et le geste de l'euthanasie. Et ça, j'essaie toujours de le préciser aux patients et aux proches, c'est que quand on dit euthanasie, il ne faut pas oublier bien sûr le patient est au centre, la souffrance du patient est au centre, et derrière, il y a un médecin, des soignants, il y a un médecin qui appuie sur la seringue. Attendez, je vais juste terminer mon point. Oui, et donc, il y a le fait, moi, si je fais ce métier, c'est que je suis convaincue que l'euthanasie est le dernier soin que je peux apporter à un patient. Et ça doit rester comme ça. Oui. Et si on commence à dire le patient, il a le droit à l'euthanasie, donc il l'exige, il le réclame et on est obligé de le faire, ça change toute la dimension. Mais il y a un moyen de contourner ça, je puis dire. Pourquoi ne pas généraliser plutôt le suicide assisté? Parce que je comprends très bien que pour un médecin, ce ne soit pas facile. Je comprends très bien ça. Mais alors, justement, c'est la philosophie de la Suisse. Tant que le patient peut évidemment actionner... appuyer, je ne sais pas bien comment ça se passe, mais voilà, s'injecter le produit létal lui-même, tant que c'est possible, ben, ça simplifierait énormément les choses, puisque le médecin, voilà, bon, oui, il a procuré le produit, d'accord. C'est un point de vue, mais alors comme vous dites, on bascule dans le suicide assisté, et donc on n'est plus dans le lien, on n'est plus dans le soin, c'est autre chose. Mais non, mais c'est pas, oui, de toute façon, moi je ne vois pas ça comme un soin, je vois ça effectivement comme un droit. Ce sont des points de vue différents. Oui. Et la société n'a quand même pas... Qui sont les gens qui m'entourent, tout ça, pour juger de ce que moi je veux, comment je veux finir ma vie. Voilà. Ça me choque. Il y a plein de doigts qui se lèvent, c'est pas... Je peux se remettre là-bas, on voit tout le monde. Bon, peut-être juste avant de vous laisser réagir, ce que j'avais envie de dire par rapport à ce que vous disiez, c'est que je crois qu'il y a le petit écueil par rapport à ça qui existerait selon moi, mais c'est un point de vue tout à fait personnel, c'est qu'on ouvre une porte alors à plein de situations qui vont être des situations très complexes, dans le sens que, alors, il y aura des personnes réfléchies comme vous, et puis il y aura des gens qui, sur un coup de tête, vont aller demander un suicide assisté. C'est un petit peu tout le problème qu'on a déjà, cliniquement parlant, tous les jours, quand on évalue, entre guillemets, si vous voulez, une demande d'euthanasie, et quand on a face à nous un patient qui demande l'euthanasie, mais qui est confus, qui est cognitivement, donc du coup, incapable, selon les termes de la loi, de demander l'euthanasie. Pour nous, c'est très compliqué, parce que qu'est-ce qui se passe? Soit on se dit, on accède à sa demande, et on pratique une euthanasie, chez une personne confuse, avec la possibilité que s'il n'était pas confus, il ne demanderait pas l'euthanasie, et donc là, on tue quelqu'un. Oui, ou soit l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous prenez un cas un peu aussi spécial. Moi, je parle de personnes... C'est d'où l'importance de ne pas faire de généralité et que la loi, elle est extrêmement complexe et je pense que les gens qui sont arrivés à cette loi, il y a une grande liberté, mais ils ont essayé de mettre énormément de garde-fous et je pense que ça doit rester comme ça. C'est trop dangereux de... C'est quand même, je sais pas moi, ça confine parfois au sadisme, de devoir attendre, de souffrir, que ce soit physiquement d'une façon insupportable ou psychologiquement d'une façon insupportable. Alors je suis désolée, mais moi, comme disait
Guivedeuse. Premièrement, je veux bien vieillir, mais pas trop. Et aussi, je ne sais plus qui, j'ai envie de mourir en relative bonne santé. Voilà, je n'ai pas nécessairement envie de mourir au moment où je serai au bout du rouleau. Voilà. Et c'est pas du tout une démarche dépressive, pas du tout. Parce que c'est justement parce que j'aime la vie. C'est justement parce que j'aime la vie que j'ai envie et je ne critique pas les gens qui voient ça autrement, c'est pas ça. Mais moi, mon point de vue, et j'aimerais qu'ils soient respectés, si moi la vie c'est pouvoir me déplacer plus ou moins, voilà, être autonome. J'aimerais qu'on respecte de ça et qu'on ne m'impose pas, et surtout des questionnaires qui pour moi n'ont rien à voir avec le fait que je demande Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière l'euthanasie ou même le suicide assisté, il y a des humains derrière. Et donc il y a cette notion de relation. On est après tout des êtres humains, sont des êtres de relation, ce sont des êtres sociaux. Et cette dimension-là, on ne peut pas l'enlever. Maintenant, ce que je dis aux patients, parfois en consultation, et ça peut paraître choquant en dehors de tout contexte, donc attention, je mets ça avec des grands guillemets, je dis parfois aux patients, mais vous savez, vous avez le droit de vous suicider. Ça peut paraître un peu choquant, mais je rétablis le libre arbitre de tout un chacun, mais ce que je ne tolère pas et je ne supporte pas en consultation, c'est le chantage à l'euthanasie. Comment ça, le chantage? C'est-à-dire un patient qui n'est pas dans le cadre légal, qui est, comme on l'a vu, bien déterminé, et qui exige d'être euthanasié. Je dis, je ne sais rien faire pour vous, je peux proposer des aides, évidemment j'entends la souffrance, j'essaie de réfléchir à des options d'aide, mais je ne peux rien faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être se suicider, et avec les conséquences que ça va bien. Oui, voilà, c'est ça la liberté, c'est ça le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Oui, le libre arbitre, mais après souvent on se rate et tout ça, etc. Il n'y a pas beaucoup de bienveillance là-dedans. Si je peux réagir à ça. Allez-y. Oui, c'est simplement que, à la fois, j'entends ce que vous dites, mais en même temps, si vous vous mettez à la place du soignant, le soignant, c'est quand même un médecin qui doit prescrire. Oui. Et là, c'est quand même... Si vous dites « je veux me suicider », qui est-ce qui a le droit, qui est-ce qui se sent le droit de dire « voilà, je vous apporte la corde ». Quelqu'un qui a énormément de bonté dans la vie. Pas moi. Justement, je comprends le point de vue du docteur Guillot, parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre légal pour ce genre de situation. Donc justement, il faudrait qu'il y en ait un. Et je sais qu'en Belgique, c'est un tabou, mais certains pays ont franchi le pas du tabou, ont crevé, percé le tabou, puisqu'ils ont légiféré en la matière. Je pense à la Suisse, je pense au Canada et certains États d'Amérique. Oui. Alors, justement, le problème ici n'est pas de discuter à l'infini du bien fondé de cette demande de suicide assisté en face d'un médecin dont la vocation est de soigner, mais le problème est de légiférer. Alors, la question est précise ici. Je voudrais savoir si, à votre connaissance, et je parle pas seulement du point de vue des orateurs, mais du point de vue de l'auditoire, est-ce qu'il y a des ébauches en Belgique, des ébauches de groupes de réflexion, de groupes de travail ou même d'interpellation de parlementaires pour élaborer un cadre légal qui pourrait encadrer le suicide assisté, comme d'ailleurs, selon le même processus qui a eu lieu avant 2002 et qui a conduit finalement à faire une loi concernant l'euthanasie, avec les critères très stricts que nous connaissons maintenant. Voilà, ça c'est la question précise. Et alors, je voudrais aussi rebondir sur ce que le docteur Zandona a dit, c'est que la souffrance d'un patient, c'est quelque chose de subjectif, et que le médecin n'a pas à juger du degré de souffrance. Alors, je vais évoquer une situation précise, et d'ailleurs je rebondis sur ce que madame a dit. Vous êtes en bon état général. Vous profitez de la vie, vous aimez la vie et vous voulez vivre. Mais la vieillesse est ce qu'elle est. Donc, vos facultés, elles vont décroître progressivement. Parfois, vous allez vous en rendre compte, parfois pas. Et vous pouvez très bien
rester lucide jusqu'au bout, et ça c'est pour rejoindre ce que M. Titre a évoqué, c'est-à-dire que c'est toujours très embarrassant du point de vue d'un soignant de se retrouver devant une personne confuse. Évidemment, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Mais on peut très bien vieillir en étant parfaitement lucide, mais en ayant une dégradation progressive de l'ouïe, de la vision, de l'odorat, et un tas de choses sensorielles fondamentales qui font que l'on aime la vie. Et donc à ce moment-là, on est dans un état de souffrance psychologique que le soignant n'a pas à juger, parce que c'est l'intéressé qui possède cette notion de souffrance. Et donc, je crois qu'il faut, pas dans le cadre légal actuel, hein, mais dans le cadre hypothétique où il y aurait une législation en la matière, il faudrait entendre la souffrance psychique du patient qui dit, bon, voilà, maintenant que madame dit, ma vie est accomplie, j'ai fait de bonnes choses, j'ai eu des peines, des joies comme tout le monde, mais maintenant, je ne profite plus des choses élémentaires de la vie, donc j'ai envie de retirer la prise. Qui est une manière de dire hein, qu'il y aura donc un professionnel qui va fournir, qui va placer la perfusion, et qui ouvrira encore que, bon, en Suisse, je pense que le médecin, il place la perfusion, et c'est l'intéressé qui ouvre le robinet. En Suisse, le médecin prescrit, oui. Et puis, voilà, il y a le patient va chercher les médicaments, et il y a des infrastructures prévues à cet effet, des bungalows, où le patient est seul, et prend ses médicaments seul, il n'y a pas de soignant. C'est ça. Oui, donc c'est pour ça que je fais une vraie différence entre le suicide assisté et l'euthanasie. L'euthanasie se fait dans le lien jusqu'au bout, c'est donner la mort comme dernier soin, je reviens sur ce terme-là, et le suicide assisté, c'est, le mot parle de lui-même, c'est un suicide assisté. Oui, en fait, c'est parce qu'il faut une prescription médicale. C'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Mais donc, il s'effarait qu'il y ait une législation en la matière, en Belgique aussi. Oui. Bon, maintenant, quand je dis il suffirait, ça a l'air simple, mais bon, quand on voit le cheminement qui a conduit à la loi de 2002, c'est clair que ça va s'étaler sur plusieurs années. Et moi, personnellement, je ne vivrai peut-être pas assez vieux pour bénéficier de cette éventuelle législation. Mais au moins, les générations qui suivent en bénéficieront. Et j'estime, même si si le terme peut choquer, c'est que c'est réellement bénéficier de ça, parce que c'est une libération d'une souffrance qui doit être considérée au même titre qu'une souffrance par cancer du pancréas ou par métastase osseuse. Hein. Maintenant, c'est ce que je disais dans ma présentation, c'est que, donc, c'est plus reprendre, non, c'est pas, enfin, oui, peut-être celle sur la souffrance. Donc, quand je voyais, je ne sais plus ce que j'avais dit, caractéristiques du patient qui demande, donc qui rentre dans le cadre légal, c'est vraiment donc, cette souffrance physique et ou psychique en lien avec une affection accidentelle ou pathologique. Donc, il ne s'agit pas que des patients oncologiques, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on fait des consultations de fin de vie, on a des patients tout venant, dont des patients gériatriques, donc gériatriques, au-delà de 75 ans, qui rapportent une souffrance de vie qui est liée à la perte de la vue, à la perte de l'odorat, à la perte d'autonomie, de mobilité, etc. Et quand il y a une pathologie, donc on parle de, je ne sais pas, une dégénérescence maculaire liée à l'âge qui se dégrade, et on sait très bien qu'il n'y aura pas d'amélioration, on sait très bien qu'on n'a pas de traitement, donc c'est une pathologie incurable qui engendre une souffrance inapaisable, insupportable, etc. chez le patient. Et le terme d'insupportable, voilà, le terme insupportable, moi je ne le juge pas, c'est le patient qui me dit c'est insupportable pour moi. Je n'ai pas à projeter mes critères sur la souffrance du patient. Ça, c'est pas à moi de le faire. Donc, c'est ça que je vous dis, c'est large, mais ça demande une analyse à chaque fois. C'est ça. Mais oui. Donc c'est recevable légalement. Dans le cas de figure que je viens d'évoquer, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, donc, le patient en souffrance pourrait bénéficier de l'acte d'euthanasie. Pour vous donner un exemple concret, il n'y a pas très longtemps, j'ai euthanasié une dame âgée qui était coincée dans une chaise roulante parce qu'elle avait eu 2 prothèses de hanches qui n'ont pas été un succès du tout. Elle avait tenté des revalidations, etc. Ça n'allait pas. Au bout de 2 ans, elle a dit, écoutez, moi, je souffre tous les jours, ma vie est insupportable, je suis coincée dans cette chaise roulante.
On a fait une analyse, on l'a vu plusieurs fois, on a vu sa famille, on a travaillé avec les médecins, etc., etc. Et cette patiente a été euthanasiée selon son souhait. Mais elle n'est pas morte dans une... On va dire, elle est morte dans la souffrance. Elle a dû attendre 2 ans. Voilà, donc c'est pas une euthanasie dans le sens étymologique du terme, une bonne mort, pour moi c'est une mort paisible. En tout cas, elle nous a dit le jour où elle nous a dit c'est le plus beau jour de ma vie. C'était très serein. Ça je dis pas le contraire. Et heureusement que vous pratiquez, c'est pas ça. Mais ça devrait se faire avant grande souffrance. Enfin, au début, moi, parce qu'avant je ne sais pas forcément, ce serait difficile. Mais du coup, au début. Et ne pas quand même. J'ai eu un enfant je me rappelle. Mais je pense que c'est risqué. Il y a un risque vraiment de. Comment dire, de dérive. Mais il faut qu'est-ce que ça peut faire à la société si quelqu'un se trompe? Il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours, des enfants, tout ça. Enfin, je ne dis pas que. Comment expliquer ça? Je veux dire, si je me trompe, encore que je pense que quand quelqu'un demande l'euthanasie, demande la mort, je ne crois pas depuis, d'ailleurs on a dit avant la loi, que disaient ceux qui étaient contre cette loi? Qu'il y allait y avoir des centaines, des milliers de gens qui allaient se précipiter, bon, voilà. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, si la loi arrive demain, je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, je ne sais plus dans quel slide c'est, mais il ne faut pas oublier que le médecin qui prescrit, qui fait l'euthanasie, doit également être convaincu qu'on a tout essayé pour aider le patient, que toutes les options thérapeutiques ont été tentées. Alors, attention madame, je n'oublie pas ce que vous avez dit, que le médecin a tendance à dire essayez, là on rentre dans de l'acharnement thérapeutique, mais je pense que dans un autre extrême, on ne peut pas non plus, un patient qui arrive et qui dit moi je veux être euthanasié, et en fait c'est un patient qui a une dépression, qui a un problème psychologique et qui a besoin d'aide, et qui ne s'en rend peut-être pas compte, mais que si on l'aide, on le fait rentrer dans un programme de psychothérapie, etc., et qu'il reçoit des médicaments antidépresseurs, etc., dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, il sera dans une qualité de vie tout autre, où il pourra profiter, etc. Il faut faire attention. C'est pour ça que les psychiatres ont énormément de difficultés à se positionner par rapport à des patients psychiatriques qui demandent l'euthanasie. C'est parce que les psychiatres me disent, et je discute pas mal avec eux, qu'ils ont des patients qui sont dépressifs et qui, au bout de 20-25 ans, alors 20-25 ans, on est d'accord, c'est long, mais vont mieux. Alors, qui sommes-nous pour, à un instant T, euthanasier quelqu'un qui potentiellement pourra aller mieux? Et donc, c'est là que c'est difficile, parce que le côté incurable, on ne peut pas en être sûr. Oui, mais pour vous, quelqu'un qui demande l'euthanasie, parce que simplement il estime que sa vie est accomplie, c'est quelqu'un qui est dépressif. C'est ça, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. Non, alors, je crois pas du tout. Pas forcément, mais moi, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que la loi est faite comme ça, et on peut en débattre, bien sûr, mais c'est une dépénalisation à l'euthanasie, ce n'est pas un droit à l'euthanasie. Donc moi, j'ai le droit de vous dire non. Oui, pour l'instant, oui, je sais ça. Oui, et j'espère que ça va rester comme ça, parce que sinon je vais changer de métier. Sincèrement, je ne dormirai pas le soir, moi. Oui, d'abord, merci à vous deux pour votre exposé, pour les explications, et aussi ça m'a permis, moi, d'être un petit peu plus au clair avec ce que j'avais déjà dans ma tête. Je vais être assez concrète parce que je vis quelque chose de très important avec ma maman qui est très très compliqué, où depuis des années, quand elle avait encore bien sa tête, je vais dire, elle demande à mourir depuis longtemps, tous les soirs, quand je vais dormir, je veux m'endormir, je veux plus me réveiller. Et je sens que c'est quelque chose, c'est pas des paroles en l'air, c'est toujours quelque chose de très prégnant pour elle, très difficile à entendre en tant que fille. Et là maintenant, tout doucement, elle est en maison de repos parce qu'elle n'arrive plus à gérer, donc il y a des problèmes cognitifs, il y a des problèmes de démence qui s'installent, mais sa demande, elle est toujours la même. Donc elle n'a pas changé. Il y a 2-3 ans, quand elle me parlait de ça, de façon un peu plus lucide, elle m'a dit plusieurs fois, Marianne, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Parce que là, je n'en peux plus. Elle est en dépression profonde. Elle me dit qu'elle a tout vécu, que du moment que ses enfants et ses petits-enfants vont bien, c'est bon, tout va bien.
Donc je veux mourir, je veux partir, je veux retrouver mon mari, je veux. Et moi je me sens hyper démunie et je me sens en souffrance, moi-même, terriblement, parce que j'entends ça et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Je me suis déjà dit quelquefois, ça peut paraître dur, mais qu'est-ce que je peux mettre dans son café là pour qu'elle s'en aille? Elle ne demande que ça, j'ai envie de bonheur. Ce serait son bonheur, c'est de partir. Donc je suis là, moi dans l'acceptation, je crois bien. Je suis dans l'acceptation de ce qu'elle a envie, parce que je ne veux pas, comme son médecin traitant, je l'entends parfois, parce que j'ai été en même temps pendant ces visites, dire « Allez madame, demain ça ira mieux, vous verrez, allez rencontrer du monde, allez sortez ». Mais non, j'ai envie de dire « taisez-vous ». C'est pas ça qu'elle a envie. Elle ne peut pas sortir, elle veut mourir. Vous n'avez pas entendu. À qui a-t-elle adressé cette demande? À quel médecin a-t-elle adressé cette demande? À son médecin généraliste. Ah, demande, non, à moi. Mais donc, cette demande d'euthanasie, donc cette demande de vouloir finir sa vie et de mourir, donc elle vous l'a adressée à vous, oui. Mais est-ce qu'elle l'a adressée à un médecin? Quand son médecin est là, oui, et que je suis là présente aussi, parce que ça arrive souvent, oui, c'est moi qui le dis au médecin, parce qu'elle ne le dit pas au médecin, c'est à vous pour elle. Et parce que de le dire à une tierce personne, j'entends vraiment votre souffrance, Hélène, parce que je pense que des situations comme ça sont extrêmement difficiles à vivre et vous devez vous sentir, comme vous avez dit, démunie, un peu impuissante vis-à-vis de... Parce qu'elle vous dépose systématiquement sa souffrance et à part l'accueillir et la porter, vous ne savez rien faire. Mais c'est peut-être pas cette situation singulière que vous vivez, sur laquelle je vais me reposer pour développer mon idée. Dans des situations gériatriques, des patients âgés, de fin de vie, etc., enfin, des situations de fin de vie qui se prolongent avec finalement un état qui parfois est pire que la mort, la dégradation, vraiment réelle dégradation. Ce qui arrive, c'est que si vous allez vous balader dans le service de gériatrie, on entend ça une chambre sur deux. Pratiquement, j'exagère, mais je veux dire, des patients en souffrance qui disent « moi j'en peux plus, je veux mourir, c'est terminé, etc. etc. » Les gériatres sont à l'écoute de cette demande-là, et alors ils disent « ok, on va faire passer l'équipe. » Alors j'arrive, je me présente, je suis le médecin de fin de vie, on a entendu que vous étiez fatigué de vivre, que vous étiez en grande souffrance, je suis là, je vous écoute. Et puis il n'y a plus rien. Parce que, je ne dis pas que c'est la situation de votre maman, attendez. Oui, je ne sais pas ce qui se passe quand voilà, on n'est pas là. Oui, exactement, parce que, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du patient, ils ont peur, ça devient concret, la seringue est là, et il se passe quelque chose, ils n'en parlent plus. Mais, par contre, quand les soignants passent, les infirmières, la famille, etc., « oh, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai rien. » Et donc, c'est parfois difficile parce que les patients peuvent adresser ce genre de demande aux proches, aux infirmiers, mais une fois que ça devient concret, ils ne sont plus dans cette demande-là. Et je ne dis pas que c'est la situation de votre maman, mais ce que je veux dire, c'est que ça rejoint le tout début de ma présentation, une demande d'euthanasie. L'urgence, c'est de l'écouter. C'est qu'un médecin se mette à côté de votre maman et dise « votre fille nous a dit que, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Et il faut prendre ce temps-là. Mais je pense que, permettez-moi madame, parce que nous vivons exactement la même chose que vous. Oui. Ce n'est pas un cas singulier, il doit en avoir des milliers. Moi, je suis sûre, oui. Des milliers. Quand une personne de 96 ans est dans son lit, ne sait plus bouger et demande matin et soir de mourir, je me demande, excusez-moi ma franchise, vous, les thérapeutes, vous vous situez où par rapport à cette flèche? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est comme vous en fait, on est aussi sur tous les axes. Mais évidemment, on a une formation qui fait que on essaye de se mettre plutôt de l'autre côté, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tous les exemples qu'on a donnés, où le médecin traitant qui dit « Allez, madame, ça va aller, vous allez sortir un petit coup », ça c'est du... Je pense que dans des situations comme ça, vous devez trouver un médecin qui vous entend. On l'a fait, le médecin l'a entendu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a dit au médecin devant moi. Et puis il dit qu'on doit mettre tout en place avant de le faire. Je pense que dans ces situations-là, vous ne devez pas vous décourager, vous devez chercher des avis médicaux ailleurs. Parce que, et c'est pas une critique pour le médecin chez qui vous avez été, parce que chaque médecin peut avoir ses convictions, et comme dit M. Titt, chaque médecin bascule
Et je pense qu'en fonction du parcours de vie de chaque médecin ou de chaque soignant ou de chaque histoire de vie ou de conviction, etc., on peut être à droite ou à gauche, oui. Mais c'est pas parce qu'un médecin est là qu'il n'y a pas un médecin qui sera là-bas. Hein. Oui. Et donc ça vaut la peine, et parfois je comprends que ce soit frustrant et que ça demande énormément d'énergie et ça suscite de la souffrance chez madame et chez vous. Et c'est ça que je disais, parfois on a des patients qui arrivent en consultation de fin de vie et qui ont déjà fait le parcours du combattant pour en arriver là. Mais je vous encourage à continuer à trouver un médecin qui pourra entendre la demande. Oui. Oui. Parce que moi, elle a même écrit son papier et tout, deux fois de suite. Écoutez, alors, petit coup de pub, mais consultation de fin de vie ici, je suis déjà débordée, mais allez-y. Il faut encore l'amener, elle ne saurait plus. En brancard. On a déjà reçu des patients. Oui. Ah bon, ok. Une ambulance, un brancard. On organise, évidemment, tout ça s'organise, mais c'est possible. Vous ne devez pas arriver sur vos deux jambes. Hein. Le médecin traitant, il l'entend, hein, il le dit, je l'entends, mais il faut mettre tout en place. Alors, il va donner des antidépresseurs, on va voir, mais ça ne change rien. Je pense que vraiment chaque situation est singulière et ça vaut la peine de se pencher dessus. Maintenant, peut-être pas ici parce que c'est pas une consultation en tant que telle, mais je vous encourage vraiment, oui, okay. Bien sûr. Okay. Et dans une même famille aussi, je le vois, mon frère, par exemple, là ça va un peu mieux, mais il était dans le déni complet. Hein. Il est dans le déni complet parce que lui, c'est pas possible que sa maman s'en aille, quoi. Elle doit rester là jusqu'au bout du bout, même si elle... Enfin, non, elle souffre et ça lui fait mal. Mais il peut pas comprendre que moi, quand j'ai entendu maman, ben, j'accepte ce qu'elle me dit. C'est comme ça, je suis comme ça, je fais pas... voilà. C'est comme ça, je l'accepte et j'essaie de me mettre à sa place. Je me dis, mais si j'étais dans son cas, c'est insupportable ce qu'elle dit. En fait, elle survit, entre guillemets. Maintenant, c'est ce qu'elle me dit à moi aussi. Mais moi, je l'ai vue maigrir parce qu'elle veut plus à un moment donné, elle mangeait plus, elle buvait plus, elle prenait plus ses médicaments. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un glissement. Hein, ça on appelle ça le syndrome du glissement. Hein. Et donc, elle en était là. Mais donc, je vais faire ça, essayer de... Oui, ce que je voulais peut-être... Oui, pardon. Allez-y. Terminez. Essayez pas, c'est pas prendre en charge, c'est pas ça, mais peut-être de m'impliquer plus dans... J'aurais l'impression que je m'implique, mais pas dans le domaine médical. J'ai pas encore rencontré son nouveau médecin, puisqu'elle est en maison de repos maintenant depuis 2 mois et demi. Parce que là, chaque fois que je l'ai au téléphone ou que je la vois, pour moi c'est insupportable. Je reste un quart d'heure et puis je m'en vais parce que c'est horrible d'entendre ça tout le temps et de pleurer et de taper sur la table parce que je veux partir. Ça devient, pour elle, ça devient même une souffrance physique parce qu'elle est déchaînée à certains moments tellement c'est prenant, quoi. Mais si j'ai bien compris, votre maman en fait ne formule pas de demande dès qu'elle est face à un médecin, c'est ça que vous avez dit? Mais elle a toujours été comme ça. Oui, et donc justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est peut-être ça qui est un tout petit peu différent entre vos deux situations. Et c'est ce que disait le docteur Zandona, par rapport au fait que le patient, effectivement, doit être porteur de sa demande. En effet, vous ne pouvez pas, encore heureux, parce que ce serait abominable pour vous. Alors, en soi, et il y aurait des dérives, et de deux, ce serait abominable pour vous, que des tiers puissent demander l'euthanasie pour quelqu'un d'autre. Vous imaginez si c'est vous qui, justement, parce que votre maman n'a pas envie d'en parler, mais vous savez qu'elle le veut, c'est vous qui allez demander au médecin, au fait, il faudrait euthanasier ma mère. Ça serait abominable, évidemment. Donc, c'est ça qui est effectivement très délicat dans des salles de gériatrie, effectivement, c'est ça qui est compliqué, c'est comme ça une espèce d'expression à certains moments du ras-le-bol de vivre, et de la lourdeur, et de la difficulté, et ce qu'on entend, et puis cette voix à un moment donné qui a tendance un peu à s'éteindre dès qu'un médecin qui peut l'entendre est là, par exemple. Mais c'est vrai que le patient doit être porteur de sa demande. Oui, mais je pense qu'aussi il y a un problème de génération. Enfin, un problème, c'est aussi une question de génération. Bien sûr. Bon, maman a 87 ans, dire le mot mourir, elle n'arrivait pas à le dire il y a quelques années. C'était je veux partir, je veux retrouver mon mari, mais c'était pas le mot mourir. Je pense que dans cette tranche d'âge, peut-être bien, cette génération avec leur éducation, dire je veux mourir, ça se dit pas, quoi. C'est peut-être impossible. C'est impossible de dire ça, on peut donc pas dire ça. C'est difficile. Et là maintenant elle a évolué et elle le dit clairement. C'est je veux mourir. Alors il faut trouver une oreille. Ouais. Une bonne je oreille. trouve que rien que dans le mot,
la façon de l'exprimer, plus elle avance et plus c'est clair, quoi. Ouais. Malgré le fait qu'elle soit maintenant dans un état de démence pour toutes sortes d'autres choses, on le remarque bien, mais ça reste. Je pense que c'est fossilisé en elle, c'est ancré en elle. Ouais. Le problème, c'est que par rapport à une telle situation, on en donne d'ailleurs, c'est que le médecin va donner des médicaments, des antidépresseurs, etc. Et in fine, la patiente ne sait plus parler. On ne sait plus entendre. Alors, il ne faut pas oublier que le patient a le droit de refuser le traitement. Bien sûr. Donc là, il ne faut pas hésiter à se positionner. Là, on rejoint le droit du patient, le droit des proches. Il faut essayer de sortir aussi de cette espèce de canevas du médecin paternaliste, le patient, les proches. Tout peut être discuté, remis en question. C'est pas parce que le médecin prescrit un antidépresseur qu'il faut le prendre. Il faut discuter. Si les effets secondaires sont plus importants que les effets bénéfiques, on arrête le traitement. C'est vraiment difficile. Je pense qu'il faut se positionner. Je voulais vous poser une question, mais vraiment pratico-pratique. Il y a des doigts depuis longtemps. Deux questions. Oui, voilà, vous avez parlé de cette dame âgée qui a perdu toute son autonomie et qui a fait, qui a demandé l'euthanasie. Et ici, qu'en est-il des personnes qui ne sont plus aptes à demander parce qu'elles sont démentes, etc. Et voilà, moi je les côtoie au travail quotidiennement et qui sont en souffrance et la famille est en souffrance. Qu'en est-il? Vous mettez le doigt sur une problématique importante. Parce que les situations de démence sont extrêmement difficiles à évaluer. On a eu des situations tragiques. Je vais vous raconter, j'ai le temps, brièvement une situation où c'était une patiente qui, de son vivant lucide, était une femme très intelligente, une artiste, éduquée, etc., qui avait écrit toute sa vie des textes sur la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y avait beaucoup d'Alzheimer dans sa famille, et qui avait fait promettre à ses enfants que le jour où elle serait démente, il fallait la faire euthanasier. Que pour elle, c'était impossible d'envisager de vivre comme ça, qu'il n'y avait plus de dignité, tous des arguments qu'on peut entendre. Et cette dame a développé un Alzheimer et progressivement a glissé dans la démence. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des fluctuations, il y a des périodes de lucidité, il y a des périodes plus confuses, et puis petit à petit, elle est arrivée dans un état de confusion totale où finalement, ce n'était peut-être même plus la même dame. Donc moi, j'ai reçu cette patiente avec ses enfants, donc ils m'ont expliqué toute l'histoire. J'ai vu tous les textes que madame avait écrits, et quand j'ai posé la question à madame, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'euthanasie maintenant? Et cette petite dame m'a regardée, toute souriante, et m'a dit, ah, mais moi je ne veux pas mourir. Toute souriante. Et puis après, elle s'est levée, et elle marchait, et oui, elle était institutionnalisée. Oui, c'était plus la petite même dame qu'avant. Mais la difficulté dans cette situation-là, c'est que la dame que j'ai devant moi n'est plus la même dame qu'avant, et la dame qui est devant moi a du plaisir à vivre. Alors ce n'est plus la même personne qu'avant, donc je comprends la souffrance immense dans laquelle sont plongées les filles, qui en plus ont fait une promesse à madame qu'elles ne peuvent pas honorer. Mais en attendant, moi je ne vais pas attacher cette femme dans un lit et l'injecter. Ce serait inhumain. Donc je suis complètement coincée. Oui, mais l'inverse aussi, moi je connais des personnes qui sont là, notamment une dame qui hurle toute la journée, qui a une ceinture de contention. On voit qu'elle est en souffrance et on a beau lui donner des neuroleptiques, etc., rien n'y fait, elle est toujours là. Elle ne reconnaît pas son mari, elle ne reconnaît pas ses enfants. Mais qu'est-ce que demande cette femme? S'il vous plaît. Est-ce qu'elle demande quelque chose? Elle ne saurait plus l'exprimer. Donc vous constatez une souffrance? Et moi, d'après mon approche que j'ai avec elle, c'est des choses qui reviennent de sa vie passée. Voilà, la famille en a un petit peu parlé, mais bon, ce sont des secrets de famille. Mais on voit vraiment que cette dame souffre toute la journée. Mais ce sont des situations extrêmement difficiles. Nous, on est des professionnels, bon, voilà, on rentre à la maison. Mais
la famille, enfin, c'est des situations vraiment... Et c'est vrai que moi, en maison de repos, une dame a demandé l'euthanasie et c'était le docteur Sauveur et il est venu dans l'institution. Parce que le médecin traitant, lui, c'était pas dans sa philosophie. Donc voilà, on a pratiqué, il est venu et la dame a été euthanasiée. C'était une demande, donc ça peut se faire. Oui, bien sûr, ça se fait. Mais ça a été difficile parce qu'on a dû être encadré. Il y a des personnels, voilà, c'est pas possible. Ils n'acceptaient pas l'idée. Mais les situations de démence sont extrêmement difficiles parce que, dans les slides d'avant, le patient doit être considéré comme capable. Et donc, quelqu'un qui est complètement confus n'est pas considéré comme capable. Et je suis d'accord que c'est un grand gap, un grand trou qu'il y a dans la législation, et je pense qu'il faut se pencher sur cette question parce que le nombre de démences ne cesse d'augmenter avec la population vieillissante, etc. Je pense qu'il faut se questionner sur oui, parce qu'il y a aussi des souffrances, des douleurs physiques, on ne sait pas. Tout à fait. Elles sont sous-estimées chez les personnes démentes. Est-ce qu'on fait une sédation? Oui. Peut-être rebondir sur la maladie d'Alzheimer, juste une petite phrase. Peut-être laisser la possibilité à madame, vous aviez une question? Oui, c'était pas vraiment une question, c'était juste pour revenir un peu sur ce qu'on a dit. Moi je suis infirmière, je travaille ici au CHR, je travaillais 1 an en soins intensifs et 22 ans sans néonatal, donc il y a un mix, donc ce sont des soins intensifs aussi, donc j'ai pu malheureusement accompagner des fins de vie, que ce soit aux soins intensifs ou en néonat. Et j'ai juste envie de dire une chose, c'est que de l'extérieur, l'euthanasie a l'air, entre guillemets, un acte, entre guillemets, facile. Mais de l'extérieur, Justement, c'est ça qui est intéressant. Continue. Mais donc, on peut se mettre dans la position de la personne qui la demande, en se disant, voilà, comme madame disait, j'ai bien vécu, maintenant j'ai le droit de mourir. Mais on doit aussi se mettre dans la position de la personne qui va injecter le produit, qui va préparer le produit et qui va débrancher la prise. Parce que cette personne, je pense qu'aucun être humain n'est né pour donner la mort. C'est pas dans la nature, c'est pas prévu comme ça. Et donc, quand on rentre chez soi, on doit encore pouvoir vivre avec ça. Et donc, je pense que c'est là que c'est important qu'il y ait un cadre. Mais c'est pour ça que c'est une question de vision et de croyance profonde. Si effectivement le médecin ou le soignant qui réalise l'acte voit ça comme vous venez de le dire, c'est-à-dire donner la mort, je pense que c'est difficile de se réveiller le lendemain matin. Oui, c'est ça. Mais si on se dit j'éteins la souffrance de quelqu'un et je réalise son souhait profond, c'est tout à fait autre chose. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la conviction intime profonde. Voilà, et je pense que c'est pour ça en fait qu'il faut un cadre. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose qui est extraordinaire, ce sont des situations exceptionnelles. Et donc, à toute situation exceptionnelle, on est obligé de mettre un cadre. Parce que si on ne met pas de cadre, c'est la dérive. Tout à fait. Voilà, et c'est pour ça que malheureusement, on a encore des situations compliquées que je peux tout à fait comprendre. Mais comme dit le docteur, je pense qu'il faut aller voir d'autres personnes et trouver une oreille attentive et quelqu'un qui va vous écouter et parfois simplement j'ai fait la formation de base soins palliatifs ici récemment et on disait parfois rien que le fait de s'asseoir à côté de la personne, d'écouter sa demande, qu'elle la verbalise, eh bien ça apaise la situation. Oui. Être entendu. Oui, tout à fait. C'est tout ce que j'aimerais dire. Merci. Oui, en fait, je me dis aussi, c'est pas. Moi, je ne le verrais pas comme donner la mort non plus. Je me dis, si j'accompagne ma maman comme ça jusqu'à la fin, eh bien, on se fait des cadeaux dans la vie, à des bons moments. Eh bien là, j'estimerais que c'est comme le dernier cadeau que je lui offrirais, parce que c'est celui qu'elle veut, c'est le plus beau cadeau que je pourrais lui offrir. Donc je le verrais plutôt moi, je ne vois pas dans le sens de donner la mort, mais je veux dire, c'est quand même un acte. Oui, ça peut être vu comme ça. Quand même de l'obtenir, je pense que de temps en temps, c'est vrai qu'on voit
sa situation, mais je pense qu'il faut penser aussi à la personne qui pratique l'euthanasie et c'est pas toujours facile. Personne on a une question, c'est pas une question, mais c'est peut-être pour être en accord avec ce que madame disait. Je pense qu'il faut oublier, parce qu'il y a la famille, les proches des enfants, que c'est un moment de vie et de fin de vie accompagné et partagé. Je pense que le fait qu'on le partage tous ensemble, ça doit amener quand même à être vers quitter son proche avec de la sérénité la plus grande ce qu'il est possible. C'est ce moment partagé. Je pense que c'est unique se dire qu'on partage la mort d'un parent qui nous a exprimé des choses qu'on a accompagnées, mais voilà, vivre ce moment avec lui, je trouve que c'est ça qui est important dans la... Tout à fait, la question du partage. Et c'est pour ça que il faut que tout ce système soit quand même, donc le système familial, les proches, l'entourage, que tout ce système soit le plus serein possible, évidemment. Parce que des fois, on a déjà eu des situations où il y a une partie de la famille qui n'est pas du tout d'accord et qui essaye un peu au dernier moment de bloquer le processus. Quand je dis au dernier moment, c'est même parfois un quart d'heure avant, qui vient à l'hôpital, qui monte dans le couloir et qui essaye de bloquer les choses. Donc ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que ce moment de partage, il est important. Moi, je dis souvent aux patients, justement, quand on est dans ce contexte de fin de vie, là, je sors un peu de l'euthanasie, mais le contexte de fin de vie et de palliatif, je leur dis souvent, c'est pour ça que j'aimais bien le titre de la journée aujourd'hui, c'est projet de fin de vie. Et dans fin de vie, il y a vie, justement. Je crois qu'il ne faut certainement pas oublier ça, parce que souvent, les patients et les proches se situent un petit peu dans une idée que dès qu'on parle de palliatif, il y a un peu un fantasme de mort imminente. On parle de palliatif, il n'y a plus de traitement, donc le patient va mourir dans 3 jours. Alors que non, il y a encore des tas de choses à vivre, justement. Il y a des tas de choses à partager, et c'est ça qui est... j'ai presque envie de dire un des avantages de ce genre de situation, contrairement à un accident de voiture par exemple, c'est que vous avez, avec votre famille, vous avez l'occasion de préparer votre départ. Vous avez l'occasion d'échanger, vous avez l'occasion de transmettre des choses. Combien de fois je ne parle pas avec les patients justement de la transmission, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre à leurs enfants, à leurs conjoints, etc. Donc oui, cette question de partage, c'est ça qui est super en fait, dans cette possibilité qu'on a en Belgique entre autres. Et je voulais juste rajouter quelque chose. J'ai pu assister à la projection lors du FIF du documentaire Les mots de la fin. Le docteur Damas, oui, mais il y a un projet de le diffuser ici. Ah, voilà. C'est en cours de... Ah voilà, parce que je trouve que voilà, c'est une bonne illustration de ce qui peut se passer dans un cabinet entre un médecin et un patient qui vient demander. Et je trouvais que ça résumait bien... Enfin, on voit les différents aspects. Je trouve que c'est les mots de la fin. Peut-être regarder sur YouTube si vous trouvez. Il va sortir au cinéma, normalement, en caméo. Oui. Il est déjà passé. Il y est Non, il est passé. Il est passé. On a fait une projection unique, il va peut-être revenir, il circule. Oui. Il est passé une fois à la RTBF. Il est passé au caméo dans le cadre du FIF et il a eu le prix du public en fait. Il y a eu 2 prix même, je ne sais pas quel est l'autre, mais il y a eu 2 prix. Le public, je ne sais Moi j'avais une question, mais d'abord je voulais remercier nos intervenantes et intervenants pour leur temps, pour la qualité des interventions et des réponses. Donc, sans revenir sur la question du suicide assisté, qui effectivement sort complètement du domaine thérapeutique parce que le critère n'est plus celui de la maladie ou de la douleur, mais est un critère presque philosophique, celui de la dignité ou de l'utilité de vivre, pourquoi est-ce que ça sert de vivre. Et ça, voilà, ce sont des questions qui ne relèvent pas de la médecine ou de la thérapie. Je voulais vous demander à tous deux, au vu de vos pratiques, et puisque ça fait 20 ans maintenant que la loi est appliquée, y a-t-il des pistes d'amélioration? Est-ce qu'il devrait, est-ce que nous pourrions améliorer la loi? Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre qui continuent à poser des problèmes dans la pratique de l'euthanasie? Et enfin, corollaire à cela, est-ce que le droit à l'euthanasie est un droit qui nous est garanti à l'avenir, ou est-ce que c'est une loi qui est régulièrement menacée par des personnes qui souhaiteraient revenir un peu dans une situation? On parle de loi, c'est pas... Enfin, non, c'est chose que répondre. Les deux, ouais. Je pense que c'est important de rester en questionnement. Dans toutes les lois, il y a des zones d'ombre. Donc oui, il y a des zones d'ombre. Notamment la question de la démence, la question du suicide assisté, la question de la fatigue de vivre. Tout ça, ce sont des sujets qui doivent être abordés. Et je pense que j'ai bon espoir qu'on se positionne. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais je
pense que les questions vont arriver sur la table. Il y aura des débats et il y aura des modifications de loi. Je pense que c'est inévitable. Maintenant, sincèrement, je pense, ça c'est ma conviction, j'espère qu'on n'arrivera pas au droit à l'euthanasie. Parce que ça, c'est encore autre chose. Mais le débat doit avoir lieu. Et par contre, là où moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail, c'est simplement sur l'application de la loi actuelle. Le nombre de médecins qui ne connaissent pas la loi, le nombre de patients qui ne connaissent pas la loi. Je pense qu'il y a énormément de travail là, avant de même penser à une modification de la loi. Je pense que si on peut aiguiser la sensibilité de tout soignant vis-à-vis de ce qui existe déjà, c'est le premier travail à faire. Oui, peut-être pour compléter, parce que c'est là-dessus que je voulais partir. Effectivement, au niveau de la discussion qu'on a eue, je trouve que ça résume assez bien finalement les différentes zones d'ombre qu'il y a au niveau de la loi. Et donc ce que je voulais dire, c'est un petit peu ça. C'est au niveau de l'information. Même je vais un petit peu dépasser le contexte médical ou des professionnels. Je trouve que c'est au niveau de l'information du grand public, quoi, de monsieur et madame tout le monde. Alors c'est sûr qu'il y a la règle qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, donc dès que c'est au Moniteur belge, on est censé connaître la loi, et donc on est censé connaître par cœur, évidemment, tous les articles de cette loi sur l'euthanasie. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut attendre une journée qu'on organise au CHR de Namur pour discuter de ça. Alors qu'on parle de vie et de mort, on parle d'un truc aussi essentiel que ça. Et il y avait des tas d'opinions différentes avant qu'on discute. Il y avait des personnes peut-être qui savaient tout à fait tout ce qu'on racontait et d'autres pas. Donc c'est ça, c'est l'information en fait de la population en fait par rapport à tout ça qui serait intéressante à mettre en place. Oui, si je peux juste dire, hein, la mutualité socialiste Solidaris, je suis passé chez Solidaris, ça n'a rien à voir, a édité une brochure et qu'on peut télécharger, qui est remarquablement faite, qui s'intitule « La loi de dépénalisation de l'euthanasie ». C'est accessible, donc c'est téléchargeable, c'est www.espace-senior.be, ça on pourra donner, mais c'est remarquable. C'est compréhensible par tout un chacun, il n'y a pas besoin d'être juriste et d'aller voir le Moniteur belge, c'est vraiment... Qui est indigeste. Qui est indigeste, oui. Je voulais peut-être simplement dire que l'Open VLD veut ouvrir le débat au Parlement, justement par rapport à la fin de vie et à l'euthanasie quand on est dément. Et c'est ce qui me parlait tout à l'heure, vous disiez oui, il faut être capable de demander, donc il y a quand même le fait de devoir anticiper un moment aussi désastreux que une naissance mentale. Et c'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain, et quand on a, parfois ça met 20 ans pour arriver à un Alzheimer complètement, je veux dire, profond. Et donc quel est le bon moment? Vraiment, il faut anticiper tout ça, et c'est quand même pas toujours facile, et je me demandais si le critère intellectuel était suffisant, et si vous aviez dans votre pratique professionnelle parfois assisté à des moments où les gens ne s'exprimaient plus à travers leur intellect, mais à travers des signaux corporels qui signifiaient clairement qu'elles voulaient en finir. Moi je pense par exemple à des personnes qui sont atteintes de Parkinson ou d'Alzheimer, qui à un moment enlèvent leur assistance respiratoire de manière assez violente. Que fait un médecin quand il n'a pas une déclaration anticipée devant lui? Est-ce qu'il va prendre la décision de mettre fin au jour de cette personne qui très clairement signifie son ras-le-bol? Et donc là, on quitte l'intellect pour des gestes plus physiques, je veux dire, mais qui sont très, très révélateurs. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette situation? À nouveau, aucune généralisation possible, du cas par cas. Et il ne faut pas oublier que ça nous arrive, beaucoup de médecins, mais alors on n'est plus dans de l'euthanasie, on est effectivement dans de la fin de vie, de la souffrance, et en fonction du tableau clinique, en fonction de l'histoire médicale, en fonction, je vous dis bien, de chaque situation, quand on arrive à un point tel de souffrance extrême, violent, qui perdure, etc., même si la personne n'est plus capable, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en fait du soin palliatif. Le mot palliatif, je rappelle que c'est le fait de pallier aux symptômes, donc de pallier à l'inconfort, donc de donner des antidouleurs quand c'est nécessaire, de sédater quelqu'un quand c'est nécessaire. Quand on objective de manière non verbale de la souffrance, et il y a un tas d'échelles médicales qui existent pour ça, les signes du visage, l'agitation,
les cris, les gémissements, tout ça, ce que vous disiez, madame, ça s'objective et on peut constater la souffrance de quelqu'un. Et non, on ne reste pas sans rien faire. Enfin, ça, c'est ma conviction, mais il faut agir. Et si agir, c'est donner des calmants, donner des antidouleurs, ça c'est le propre du médecin, de soigner. Donc oui, on y arrive, mais maintenant, ça c'est autre chose que l'euthanasie. On n'est plus dans une demande et une action immédiate. Et ça peut arriver à ce moment-là d'arriver dans des situations de sédation. Et de sédation qui peut-être se prolonge, qui peut-être, un patient on peut le sédater, puis il revient à l'état. Et puis ça peut être une sédation terminale aussi, oui, bien sûr. Je crois que ça rejoint un petit peu l'idée de protocole d'urgence, notamment au niveau quand des patients sont très inconfortables, qui se dégradent, au point de vue respiratoire par exemple, évidemment qu'on ne laisse pas les gens comme ça parce qu'ils ne sont plus capables, bien sûr que non. Mourir dans d'atroces souffrances. Il y a des protocoles d'urgence qui existent, et donc il y a des escalades médicamenteuses qui existent pour soulager ces personnes. Donc ça, tout à fait, oui. Effectivement, ce n'est pas du tout la procédure euthanasie où on injecte du pentotal et la vie s'arrête. Mais on parle de départ précoce et moi je pense quand même à Hugo Claus qui avait un début d'Alzheimer et il était tout à fait lucide au moment où on lui a injecté le produit. Donc je me dis, est-ce que il n'y a pas une différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre son cas et des cas dont ceux dont parle madame? Est-ce que c'est le fait d'avoir été bien conseillé? La lucidité, madame. La lucidité. Mais donc, imaginons que moi, j'ai un début d'Alzheimer, enfin, c'est pas encore le cas. Et ça peut venir. Et donc, à ce moment-là, je peux décider qu'en toute conscience, je demande à être euthanasiée. Vous avez le droit de demander, et nous, on va analyser, et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et alors encore quelque chose, monsieur parlait de l'avenir, mais dans ma génération, enfin j'ai 71 ans, c'est la génération de mai 68 qui arrive tout doucement, des gens à qui étaient contre interdit d'interdire. Donc je pense qu'il y a un mouvement qui se dessine. Et donc oui, je pense qu'il faudra trouver des solutions où ce sera à l'étude. Il n'est pas normal que des médecins nous administrent des injections alors qu'ils ne doivent pas être le bras ou un instrument ou un instrument à notre service, ça ne serait pas juste. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? On aurait un pack avec quelque chose à prendre, ça serait plus normal. On ne peut pas demander à quelqu'un de le voir comme un outil, si vous voulez, alors qu'on est tout à fait bien. Et pourtant, dans la majorité des suicides, ce sont quand même des gens de 80, 85 ans, ce sont des suicides assez violents. Et il existe un marché noir aussi où on vend des produits aux gens et finalement ils sont en bonne santé quand ils veulent mourir et puis le produit n'est pas bon et ils se réveillent plus malins donc c'est pas normal non plus. Donc je suppose qu'il y aura quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là. Oui, c'est une absence de quelque chose dans la loi, un vide dans la loi qui pousse les gens à se procurer comme moi je l'ai fait. Enfin, je n'ai pas procuré de produit, mais j'ai eu l'adresse et puis je me suis dit, c'était au cas où, c'était il y a quelques années, je me dis je vais avoir ça chez moi et puis bon, on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est pour ça qu'il faut en revenir. Il y a plusieurs personnes ici qui sont membres de la DMD, j'en suis sûr. Et donc la dernière lettre, le D, ça veut dire dignité. Et il est clair que décider soi-même de la manière dont on va se suicider, d'une façon violente, ben, c'est pas digne du tout, ni pour soi-même, ni pour la société. Imaginez, vous jetez sous un train, imaginez les désordres psychologiques que vous allez induire au conducteur du train. Enfin bon, ça a déjà suffisamment fait l'objet de narration dans la presse. Mais bref, c'est pas digne d'une société civilisée. Donc là, on sort du cadre de ce que veut la DMD. Et donc je suis d'accord avec vous, madame, et aussi avec vous, monsieur, que la loi doit être améliorée à ce point de vue-là pour étendre le champ d'application de la notion d'euthanasie. Mais c'est-à-dire, je peux permettre comme ultime liberté. Voilà, mais c'est ça.
Après tout, nous n'avons pas demandé à venir au monde, mais nous avons le droit de décider quand nous considérons que notre vie est accomplie et que ce qu'elle nous offre n'est plus accessible parce qu'il y a une dégradation de certaines fonctions, tout en restant lucide aussi, hein, pour rester dans le cadre de la loi actuelle. Donc là, certainement, il y a des amendements à apporter à la loi hein, pour rester dans le cadre d'une société digne. C'est une loi qui a 20 ans aussi. Ah ben oui, c'est très récent. Qui a déjà été revue une fois. Qui a déjà été revue. Et qui le sera. Et qui le sera encore. Donc c'est une loi qui a 20 ans quand on pense que... Je ne sais pas si c'est des juristes ou des avocats, mais quand on pense que à l'université en première année en droit, on vous apprend le droit romain, c'est des lois qui ont 2000 ans pour vous donner des bases de droit. Donc une loi qui a 20 ans à l'échelle des civilisations, c'est pas grand-chose déjà. Donc je crois qu'effectivement, alors ça c'est le pari utopiste, c'est que ça évolue dans le bon sens, évidemment, c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait tous ces gaps auxquels on réponde, etc., et que les choses puissent se faire correctement. J'espère que tout le monde, toutes et tous, vous avez pu réagir, poser vos questions, vous exprimer et avoir... Je dois parler plus fort. J'espère que tout le monde a pu poser ses questions, réagir à ce dont vous souhaitiez réagir. Et je remercie Madame Zandona, Monsieur Tite pour leur présence et leur partage riche. Merci à vous aussi pour votre participation. Et j'en profite avant que l'on se quitte pour vous partager les prochaines dates du cycle, donc il en reste deux. Deux rencontres. La première qui aura lieu le 3 juin 2022, aux mêmes heures, de 14h à 16h. Et donc là, le thème de la table ronde sera « Quelle vision pour les maisons de repos et maisons de repos de soins de demain? Quelles évolutions et alternatives ?» Ensuite, la troisième rencontre se fera le 16 septembre 2022. Le sens de la vie au crépuscule, quelle place dans notre société? Voilà, donc ça se fera toujours ici aussi au CHR. Et pour plus d'informations sur ces rencontres-là, vous pouvez toujours regarder sur le site du Centre d'action laïque de la province de Namur, www.laïcité.com. Et je vous remercie pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Merci.